Hello tout le monde, c'est Arthur. Vous me connaissez peut-être comme le mec à casquette qui a débarqué sur votre feed pour parler parfois un peu trop en détail des troubles de l'anxiété et de comment en guérir. Donc pour ceux qui connaissent pas mon histoire, à l'âge de 21 ans, j'ai été diagnostiqué d'un trouble anxieux généralisé sévère. Cependant, j'ai eu la chance de prendre les bonnes décisions et surtout de rencontrer les bonnes personnes. Et donc de réussir après 3-4 ans, tout de même quelque chose que je ne pensais pas possible, c'est-à-dire guérir de mon trouble de l'anxiété. Donc après plusieurs années à profiter de la vie post-anxiété, j'ai débarqué sur les réseaux pour vous partager les clés de ma guérison. Donc j'ai commencé par un format de vidéo court sur TikTok, que vous connaissez tous, mais c'était très important pour moi de créer du contenu long format. Pourquoi? Parce que guérir de l'anxiété, c'est pas juste connaître des clés, c'est vraiment adopter un état d'esprit complètement différent. Et je sais que ce qui a apporté une grosse partie de ma guérison, c'est d'écouter des heures et des heures de contenu de mon mentor, donc Denis Simsek, aussi connu sur le nom de Anxiety Guy sur YouTube, au point d'écouter des réponses à des problèmes qui ne me concernaient pas, ou du moins que je pensais qu'ils ne me concernaient pas. Et puis, à force d'écouter du contenu comme ça, j'ai commencé à remarquer qu'à force d'écouter sa vision des choses, j'ai commencé à penser comme lui. Donc j'avais des moments où je me disais qu'est-ce qu'aurait fait Denis et je savais ce qu'il aurait fait dans cette situation à force de l'écouter. Et donc ce jeu de rôle en fait m'a énormément aidé dans ma guérison pour transformer en fait mon ancienne version anxieuse de moi-même en cette nouvelle version non anxieuse. Donc c'est pour ça que vous remarquerez qu'aucun véritable editing est fait sur les épisodes. C'est très organique. Donc vous entendrez peut-être des couacs dans les épisodes. Et les épisodes sont assez longs aussi, donc du genre 1h20. Mais voilà, on laisse un peu la discussion en fait suivre son cours à chaque fois. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, j'ai besoin de vous pour laisser une note positive, partager ce podcast, tout type d'interaction que vous pouvez faire. Et plus il y aura de l'engouement, plus je sortirai d'épisodes. C'est aussi simple que ça. Donc dans chaque épisode, j'accueillerai un ou une invitée. Ça peut être n'importe qui, même toi qui écoutes là si tu en as envie. Donc tu as un formulaire de candidature dans les liens de ma description. Donc chaque invité vient pour partager son expérience, nous dévoiler les outils qui l'ont aidé et aussi les obstacles qu'il ou elle rencontre en ce moment. Et c'est là où moi j'entre en scène pour donner des éléments de réponse sur la guérison de l'anxiété dans un contexte bien précis pour aider en fait toute personne dans la même situation que l'invité, quoi. Et même si tu n'es pas dans le cas spécifique de l'invité, comme je viens de t'expliquer, le fait d'écouter l'état d'esprit anti-anxiété, ça aura effet sur toi. Donc, dans ce premier épisode, je reçois Julia, qui nous parle de son histoire avec l'anxiété. De nature très anxieuse à la base et hypocondriaque, elle nous raconte un peu comment l'anxiété peut se manifester des façons les plus surprenantes possibles suite à un événement traumatisant. Et puis, son histoire, c'est un exemple parfait sur comment les mécanismes de contrôle, certitude et réassurance sont réellement à la racine de tous les troubles anxieux. Donc j'espère que ça vous plaira. Désolé d'avance pour le son qui est pas nickel, parce que j'ai dû l'enregistrer avec des AirPods, mais à partir de l'épisode de la semaine prochaine, ça sera enregistré avec un vrai micro qui est celui que j'utilise maintenant. Donc voilà pour cette petite intro, merci d'être là, et j'espère que ça va vous plaire. Allez, let's go. Hello Julia, Hello Arthur, comment elle va? écoute, ça va très bien. Je suis contente de participer à ce podcast avec toi. Ouais, je suis ravi de t'avoir aussi Julia, tu es une des premières participantes à ce podcast. Donc je sais même pas le nom encore. Je pense que je vais l'appeler en finir avec l'anxiété. Donc le concept c'est quoi? C'est je reçois des gens qui soit ont ou soit en ce moment vivent un problème lié à un trouble d'anxiété et puis sont un peu sous une forme de coaching rediffusé en fait. J'émule en fait ce que je fais moi avec des clients en coaching et comme ça je partage en fait à tout le monde et du coup tous les gens qui vont avoir une expérience similaire à toi Julia, et ben ils vont pouvoir se reconnaître dans ce que tu dis et les conseils que je vais te donner à toi et même les conseils que toi tu vas me donner sur ton expérience, ça peut aider comme ça beaucoup plus de gens en même temps, plutôt que de rester sur ce format, court format TikTok. Ça me fait du bien aussi, moi, de passer en long format. Et le problème que j'avais, c'est que, tu vois, pour faire du long format, il faut avoir du contenu et tout ça. Et j'avais pas le temps de créer ces longs contenus et tout ça pour ensuite le publier. Et surtout qu'au début, la rentabilité de ce que tu crées est pas fou. Donc, le fait d'avoir un interlocuteur en face, c'est cool. Comme ça, c'est un peu, ça nourrit la conversation de façon organique. Donc ouais, donc je suis ravi d'avoir des gens comme toi. Je sais que c'est pas forcément facile
parler de son expérience, surtout publiquement. Donc, franchement, merci à toi, Julien. Complètement et en tout cas, moi, c'est avec plaisir et c'est une super démarche, c'est une super idée que tu as eue parce que, moi, c'est bon, maintenant, c'est du passé et je suis contente, mais c'est vrai que, voilà, je suis contente et j'aurais aimé qu'il y ait ça aussi au moment où moi, j'ai pu avoir des troubles de l'anxiété, donc merci pour ta démarche. Bah, avec plaisir. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est de se lancer direct, en fait, que tu nous parles un peu de ton Ouais. expérience que tu as vécue, pour un peu, ouais, résumer quel type d'anxiété tu as eu, comment c'est arrivé et quelle démarche tu as ensuite suivie, dans ton chemin de la guérison, en fait. Ouais. Bah, écoute, c'est parti. C'est vrai que d'en parler, c'est toujours un peu, voilà, mais Ouais, donc moi, en fait, ce que j'ai eu, concernant l'anxiété, j'ai eu ce qu'on appelle de l'anxiété respiratoire. OK. Donc en fait, c'est-à-dire que, toutes les, minutes, je devais, récupérer mon souffle, comme si, j'avais un problème, en fait, au niveau des poumons. Donc j'avais aucune, douleur, Mmh. mais je devais tout le temps récupérer mon souffle, même, quand je mangeais, j'étais presque essoufflée, et c'était pas agréable. Heu donc j'ai un côté un petit peu, hypocondriaque, donc j'ai été voir un médecin, quand ça Ouais, a classique. commencé et en fait, bon, bah, j'ai très vite compris, mmh, que c'était pas, enfin, que c'était lié à Mmh. l'anxiété, quoi, parce qu'en fait, ça me réveillait pas la nuit, ça m'empêchait pas non plus de respirer, convenablement, mais j'avais la sensation comme ça que je devais tout le temps récupérer mon souffle. Et que même j'avais développé comme un TOC où pour récupérer mon souffle, je devais bâiller. J'avais développé en fait, comme un TOC où je devais, me forcer, enfin, je m'auto-forçais à bâiller pour me dire: «Allez, je bâille une dernière fois, OK. comme ça je récupère encore mon souffle». Donc ça devenait, comme une addiction Ouais, de récupérer je vois mon très mon bien. souffle. Et pour ceux qui savent pas, TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Donc en général, c'est un espèce de rituel ou un geste qui peut être très simple, en fait, qu'une personne va faire dans une optique de, contrôle slash réassurance pour, en fait, soit contrôler cette anxiété ou soit se réassurer contre cette anxiété et en général, ça marche bien et donc bah, les gens utilisent ça de manière, ouais, un peu compulsive au bout d'un moment parce que ça devient un peu la solution court terme, à l'angoisse. Mais le problème, c'est que, bah, du coup, plus tu agis en faveur de ce TOC, bah, plus tu vas renforcer ce fameux cycle de réassurance dont je parle beaucoup qui, bah, en fait, augmente ta tendance anxieuse. Donc comment parle-moi de ce TOC un peu, comment, tu as remarqué que c'était un TOC? Comment tu as arrêté ensuite ce truc-là? Est-ce que c'était difficile pour toi d'arrêter? Comment tu as vécu le truc? Bah, en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est pour se rassurer, c'est exactement ça. Hem et en fait, je me suis rendu compte que c'était un TOC parce que, j'avais comme l'impression que pour récupérer mon souffle, j'étais obligée de bâiller, Ouais, sauf qu'en fait, ben, c'est dur de se forcer à bâiller, donc en fait, on n'y arrive pas forcément de bâiller. ouais, Je veux dire, là, si je dis bâille, on n'y arrive pas, forcément, quoi. ouais, Donc parfois, j'arrivais même pas à bâiller, donc je mettais encore plus de temps à récupérer, mon souffle et en fait, je suis rentrée comme dans un cercle vicieux. ouais. Donc c'était assez compliqué et en fait, je m'en suis rendu compte, très vite, que j'avais ce toc de bâillement parce que d'un coup, je me sentais oppressée, Ouais. donc il faut que je récupère mon souffle et comme si, bah, de bâiller, ça me le faisait récupérer, quoi. Et donc comment tu as commencé à arrêter de bâiller, est-ce que c'est un truc que tu as dû te forcer de faire? Est-ce que tu avais, cette compulsion un peu au début qui était difficile à surmonter? Comment tu as envisagé cette période de transition, en fait, où tu te dis: «Bah, vas-y, peut-être que j'arrête ce geste de bâillement, quoi»? En fait, le geste d'arrêter de bâiller, il est arrivé avec la fin de mon anxiété respiratoire. J'ai pas D'accord. réussi à arrêter de me forcer de bâiller, quand alors que j'avais encore les problèmes de respiration. Donc en fait, tu as traité le problème à la racine et c'est en traitant le problème à la racine que tu as résolu le TOC, quoi. Voilà, ouais, exactement. C'est ce que je voulais te faire dire. C'est parce qu'en fait, je trouve qu'il y a il y a un peu trop une psychiatrisation du TOC dans la société, dans la façon dont on gère le problème, dans la société occidentale et ça cause un peu un problème dans le sens où, bah, les gens vont se focaliser sur: «Ouais, il faut absolument que je résolve ce problème-là, si j'arrête de faire ça, c'est bien et c'est ça mon problème». Alors que non, le TOC, c'est juste une conséquence de ton anxiété. Ton anxiété, c'est elle la vraie source et donc évidemment, si Ouais, tu vas te concentrer sur, un des symptômes, ce qui est un peu la méthode à la mode depuis, quelques années, quelques dizaines d'années, en Occident,
ou alors tu vas aller: «Vas-y, je vais traiter le problème à la source» et quand tu traites le problème à la source, bah, évidemment, tout ce qui est conséquence de cette cause disparaît, quoi. Et donc comment t'as commencé à, vas-y, te dire: «OK, c'est ça le problème source, il vient de là le vrai problème». Comment tu l'as identifié déjà? Et comment après t'as mis en place des outils pour guérir? Bah, c'est ça en fait, j'ai c'est toujours un peu difficile de trouver le problème, source quand, on pense que tout va bien Ouais, et en fait, c'est notre corps qui parle pour nous. Là, en l'occurrence, moi, j'ai très vite trouvé le problème parce que ça a commencé avec une crise d'angoisse, ouais, alors que j'en avais jamais faite. J'ai toujours été un petit peu anxieuse, dans ma vie, mais j'avais jamais, voilà, fait de crise d'angoisse, j'étais pas non plus, au max, de mon anxiété et en fait, un soir, j'ai fait une crise d'angoisse et comme je ne savais pas vraiment ce que c'était, mmh, heu, j'ai paniqué. Donc j'habite toute seule, donc j'ai appelé, mes parents, pour qu'ils viennent, mais j'avais la sensation vraiment qu'on m'avait enfermée comme dans un sac plastique, que j'allais jamais réussir à respirer, ouais, donc c'est venu comme ça et dans la journée avant cette crise d'angoisse, je sentais un petit peu que je devais récupérer un peu mon souffle de temps en temps, mais c'était pas encore intense. Donc je me disais: «Bon, bah, peut-être que c'est parce que je suis un peu enrhumée» ou ouais, ça m'inquiétait pas encore, vraiment et donc en fait, ça s'est déclenché où j'ai fait une crise d'angoisse un soir, ouais, et ensuite, je suis allée chez mes parents, je suis restée, dormir chez eux et en fait, je sentais que je pouvais pas rentrer chez moi parce que j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose ou que ouais, d'un coup, vraiment, je m'arrête complètement de respirer et en fait, pour répondre à ta question, j'ai pas eu besoin donc d'aller chercher trop loin parce que ce qui m'avait déclenché, ma crise d'angoisse, ouais, c'était à l'époque où, il y a eu, la guerre en Israël, qui a explosé et donc je regardais, les informations ce soir-là et en fait, comme moi j'ai vécu, presque un an, en Israël, l'année qui précédait, enfin qui précède, la guerre, ça a déclenché chez moi comme une angoisse, voilà qui m'a ça m'a énormément stressée et en plus de ça, la guerre a été déclenchée à un moment de ma vie où, bah, ça allait pas très bien, je me sentais un petit peu seule, j'avais du mal à faire, décoller mes projets, donc j'avais plein comme ça de petites, sources de stress ouais. et le fait qu'il y ait eu la guerre qui a explosé, j'étais dans les informations et là, d'un coup, bah, c'est là que j'ai commencé à avoir une crise d'angoisse et j'avais l'impression qu'il y avait un peu un monde qui s'effondrait et comme si tous mes projets de vie allaient, être effondrés avec, quoi. Ouais, bah, c'est ce qu'on appelle l'effet baril, ça. Comme tu dis, tu as plein de problèmes déjà de base. Tu es anxieuse parce que ta vie n'est pas là où tu veux qu'elle soit. Ça, c'est souvent les angoisses qui arrivent aux gens. Tu quel âge du coup? Enfin, tu quel âge du coup maintenant? Et bah, c'est là, j'ai 27 ans. Ouais, en général, ça arrive, bah, pour les gens qui ont des problèmes d'angoisse durant la vingtaine, c'est souvent, pas tout le temps, hein, mais c'est souvent lié ah ouais, genre cette incertitude de l'avenir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et cetera. Ouais. Mais cette angoisse-là, tout le monde l'a, tu vois? Ça suffit pas. Mais donc si tu as en plus un truc qui un événement en général, c'est un événement traumatisant, tu vois? Donc bah, là, tu as eu, tout ce qui s'est passé en Israël, et tout ça. C'était quand ça déjà? Parce que là, on est, le 14 Alors février, c'est c'était à il y la a combien de temps? le 7 octobre. Ah ouais, ça fait un petit moment, c'est vrai que ça fait un petit moment, ça dure. Ouais, Et ouais, du coup, et bah, il y a ça qui arrive et d'un coup, bah, ton corps, il est en mode: «OK, là, je peux plus, j'en peux plus», tu vois? Et donc en fait, tu as toutes tes croyances limitantes, tes mécanismes de contrôle, certitude, mêlés à, ton environnement qui vraiment, rentre en conflit avec tous ces mécanismes que tu as, tu vois? Qui, fait un parfait mélange, et tout explose d'un coup, tu vois? Et donc c'est très commun que, ouais. bah, bam, d'un coup, tu pars en crise d'angoisse direct, quoi. Moi, je sais, c'est comme ça que mon anxiété s'est déclenchée et Mmh. et donc voilà, donc après, tu vois, ça peut souvent mener à une erreur de la part du patient de penser que, c'est, la crise, tu vois, qui est le problème. Donc c'est genre, c'est ce qui a déclenché la crise, le problème ou c'est, bah, un peu comme toi qui t'est arrivé, l'expérience de la crise, tu vois? Donc si tu as des problèmes respiratoires pendant ta crise, tu vas dire: «OK, c'est ça, mon problème, c'est lié à cette respiration-là», que ce soit consciemment ou inconscient et du coup, bah, le début de ton angoisse, la partie très sévère va être basée sur ça et du coup, cette croyance que, bah, du coup, toi, c'était la respiration. OK, vas-y, j'ai un problème de respiration, tu vois? Et puis après, voilà, faut faire le travail de se dire: «Non,
c'est pas juste ça, ça c'est l'élément un peu, qui a fait exploser le baril, mais en fait, tout ça, ça s'est produit parce qu'il y avait une fondation en dessous qui était, prône à l'anxiété et du coup, bah, fallait comprendre des choses. Il faut commencer à comprendre des choses et changer un peu ta vision globale de la vie pour, Mmh. ne pas t'exposer à et pour guérir un peu ton anxiété de manière générale, quoi. Bah, c'est ça et c'est exactement ça et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais pas forcément bien avant. Ouais, voilà. Heu et c'est comme ça qu'après quand on guérit de ça et ben, on est encore pas plus heureux, mais on se rend compte plus des choses et on a beaucoup moins de mal à dire: «Bah, là, ça va pas». Alors que parfois on allait me dire: «Oh, tu es sûre que ça va? C'est peut-être un peu compliqué». Moi, je me dis: «Bah, non, non, ça va, oui, ça Mmh. m'embête, ça m'embête». Mais en fait, comme s'il fallait qu'il y ait un élément déclencheur pour que j'explose une bonne fois pour toutes Bah, et exactement. qu'après ça aille mieux. Et c'est pour ça que pour moi, tu sais, on psychiatrise beaucoup l'anxiété. On dit que c'est, bah, une maladie, qu'il faut prendre absolument prendre des médicaments en disant que ça passe et tout Mmh. ça. Mais donc oui, bien sûr, les médicaments, ça peut être utile et nécessaire parfois, mais il y a une raison derrière le fait que ton anxiété se soit déclenchée, tu vois. Il y a une raison derrière et comprendre la vraie raison qui est en général très big picture, comme on dit, donc qui est vraiment genre, heu, sur ta vie en général, là où ta vie va en général et tout ça et bah, justement, c'est là où l'anxiété devient un cadeau, tu vois? Enfin, en tout cas, moi, c'est comme clairement comme ça que je l'ai Oui, vécu. Je pense que toi, c'est un peu comme ça, tu vois? C'est que tu te dis: «OK, bah, c'est une grosse sonnette d'alarme qui me dit, là, tu peux plus ignorer le problème là. Là, il va falloir le régler maintenant le problème». Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu ou pas? mais c'est exactement vrai. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un cadeau parce que là, je suis encore un peu, là, ça va beaucoup mieux, mais Ça quand fait j'y quelques pense, je mois me dis: «C'était seulement, vraiment bien utile». sûr. Mais c'est vrai que là, tout va mieux et que ça m'a permis aussi de pouvoir reprendre ma vie en main, tous mes projets et maintenant d'être tout le temps occupée, de faire, vraiment les choses que j'aime, et Mmh, d'avoir retrouvé, la motivation et en fait, je me suis rendu compte que la motivation que j'avais perdue, bah, c'est parce que je pense que dans le fond, j'étais déprimée, ouais, et que j'arrivais pas à me le dire et je reviens sur, quand tu as parlé des médicaments, c'est exactement ça. C'est que moi, quand j'étais voir le médecin, et qu'on m'a dit, «Peut-être prendre des antidépresseurs». Dans ma tête, c'était hors de question que je prenne des antidépresseurs comme pour beaucoup de parce que je personnes qui vont écouter le podcast, j'en suis sûr. voilà, j'avais pas envie parce que je me disais que, bah, ça fait pas non plus longtemps. C'est arrivé vite et en fait, je me disais: «Mais ça fait pas longtemps que je suis dans cet état-là, je vais bien en sortir par moi-même». Juste, je savais ce qui pouvait me rendre heureuse, donc je me sentais pas bloquée. Je me disais: «Mais des antidépresseurs, ça va rien me faire», donc j'en ai pas pris. Vraiment, Ouais, j'en ai pris zéro. Par contre, ce que j'ai pris, c'est du Xanax. donc Alors anxiolytique. ça m'a Ouais, ça m'a pas aidée. Je l'ai pas pris pour la respiration. Je l'ai pris parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'insomnie. OK. C'était même plus insomnie parce que généralement, je crois qu'insomnie, c'est quand tu dors et que tu te réveilles. Moi, je ne m'endormais même pas. Ah ouais, tu dormais pas du Hem, tout, quoi. je dormais pas du tout et parfois, je me sentais même pas fatiguée alors que je dormais pas. Comme si j'avais Ouais, tout le bah, temps cette nerf d'excitation, et bah, l'anxiété, ça crée beaucoup d'adrénaline et de cortisol et du coup, ça te ça te donne ça beaucoup te réveille, hein. d'énergie. Donc, Ouais, mais du coup, exactement. tu passé combien de temps max sans dormir? Bah, alors, en fait, j'ai jamais dormi beaucoup, donc j'ai déjà fait beaucoup de moments où je peux rester sans dormir, mais c'est sans me dire que c'était lié à l'anxiété. Enfin, pour moi, c'est juste que j'ai l'impression que parfois j'ai pas besoin de sommeil. Je peux rester, 70 ou 72 heures en ayant dormi, Ah ouais, je dors un peu. Non, mais pas sans dormir non plus, mais en ayant dormi, très peu, OK. sans que le total, ça fasse 8 heures de sommeil, je pense. Vraiment, il y a des moments où j'ai pu rester réveillée comme ça, à attendre, à faire des trucs, à enchaîner des films, à faire des projets, donc Ça peut donner un avantage compétiteur de fou ça. Tu dois avoir un gène, je ah sais pas quoi, qui fait que tu as pas besoin de sommeil. En tout cas, ah beaucoup non, mais moins que les gens et c'est dur parce que parfois, du coup, on est sur les nerfs, on est on ouais, est trop excité, on veut pas ouais, s'arrêter, et et en fait, donc j'ai pris le Xanax parce que pour m'endormir. Enfin, il y avait un ouais, moment, ouais. il fallait que je dorme et en fait, donc j'avais du mal à m'endormir. Il me couchait pas direct, mais Mmh. par contre, une fois que je m'endormais, je me réveillais pas. Je me réveillais le lendemain, à 11:00 ou midi, ce qui pour moi est énorme parce que je fais très rarement la grasse matinée. Ouais, ouais. Donc c'est tout ce que j'ai pris, mais c'est pas ça m'a pas aidée, c'est-à-dire que même quand j'en prenais, ça me détendait, mais ça m'a pas, déjà le Xanax, ça détend le corps, mais pas la tête, donc l'esprit, il est toujours, actif, Bah, ça actif. dépend des gens, ça dépend des gens. Je sais que les gens, OK. réagissent très différemment, aux molécules,
anxiolytiques. Je sais que moi, c'est un peu, je sais pas si, au final, pour moi, c'est une bonne chose. Ça m'a un peu forcé à voir les choses directement, mais moi, aucun anxiolytique ne marchait avec moi. En fait, genre, j'ai pris deux, trois molécules différentes, parce que du coup, à chaque fois, je changeais. Et, Ouais, alors que moi, je voulais juste les utiliser ponctuellement. Tu vois, moi, c'était un peu comme tout le monde, je voulais pas tomber dans une addiction, parce qu'en plus, à l'époque, c'était un peu d'actualité. Tu vois, il y avait la crise c'était les opioïdes. On parlait beaucoup des opioïdes, donc c'est pas comme les benzodiazépines qui sont la, la grande partie des anxiolytiques, mais il y avait un peu des bad news sur ça. Du coup, bah, comme tout le monde, j'avais un peu peur de ça. Mais ma psy m'avait dit, du coup, tu peux, oui, si tu as peur de devenir dépendant, ok, mais essaye de utiliser ça ponctuellement, tu vois. Donc, ça, c'est pour moi une méthode que je recommande. Euh, en tout cas, par exemple, à votre psy, c'est de prendre des anxiolytiques de façon ponctuelle. Donc, soit ça va être vraiment quand vous allez vraiment mal, ou soit ça va être parce que vous vous dites, vas-y, je vais prendre une semaine de traitement, et puis voilà. Comme ça, tu n'as aucun risque d'accoutumance, mais ça te donne un petit coup de boost, tu vois. Mais moi, ça marchait pas. Moi, ça a marché la première fois que j'en ai pris, mais les autres fois, ça a limite empiré mon angoisse. Je comprenais pas pourquoi. Donc, ça réagit vraiment différemment en fonction des gens, tu vois? ouais, Il y en c'est a vrai. pour qui ça marche très bien, il y en a pour qui ça marche à moitié, tu sais jamais vraiment comment ça marche. Donc, ouais, c'est pour ça, en général, ce qu'on conseille, c'est d'essayer plusieurs, molécules, en général. Mais après voilà. Mmh. Moi, vraiment, j'avais essayé que le Xanax, parce que, on en avait quoi, mais c'est vrai que moi, déjà, habituellement, je prends quand même très peu de médicaments. Ouais, Donc je rien que sur les médicaments, je peux être anxieuse. Donc ça veut dire que mmh, vraiment, d'en prendre mais voilà, c'était juste vraiment moi, c'était vraiment pour récupérer, du sommeil quoi, ouais, pour dormir. Mais c'est vrai qu'en fait, ça m'a fait penser que, par exemple, moi, je suis pas très rassurée en avion, donc je prends parfois du Xanax ouais. et c'est vrai que ça me fait absolument rien dans l'avion. Je m'endors pas, je suis pas détendue, ça me change rien du tout, donc c'est Ah vrai ouais? que ça dépend. Mais OK. ouais, ouais, mais voilà, j'ai juste pris ça et ça m'a pas du tout géré par contre l'anxiété respiratoire. Ouais. Ça diminuait pas, le nombre de fois où je devais reprendre mon souffle. OK, et tu en as pris combien de temps du Xanax? Tu en as pris de façon, régulière? Tu en prenais tous les jours ou Non, c'était non, je pense pendant 2 jours, j'en ai pris beaucoup OK, et après j'en prenais par exemple, quand j'étais un peu stressée, bah, justement, quand il y a eu plein de manifestations, à Paris, bah, ouais, ouais. dues à la guerre et cetera. Je sais que quand je prenais le métro, j'étais très stressée donc parfois j'en prenais, mais donc c'était plus à des moments comme ça. C'était Ponctuel. si je devais ouais, c'est ça, confronter une situation qui allait pouvoir me stresser, j'en prenais. Mais je sais même pas si ça me faisait je pense que psychologiquement, ça me faisait du bien de me dire: «Bon, j'ai pris quelque chose, je devrais être plus Ouais, détendue, quoi». ouais. Ce qui était peut-être vrai, tu vois? Mais pour moi, en fait, la façon dont tu abordes l'expérience de prendre un médicament, en soi, a plus d'importance que la molécule même du médicament, tu vois? Genre, je pense que la Mmh. raison pour laquelle moi, ça marchait pas du tout et même ça m'empirait, c'est que j'étais en mode, en surveillance émotionnelle, je prenais une Xanax et j'étais en mode, «Vas-y, j'attends que ça fasse effet», tu vois? Et du coup, bah, Ouais, ça marchait pas du tout, mais après, de manière générale, oui, c'est sûr que si tu es vraiment dans le mal, pour moi, les médicaments, c'est vraiment dans les gens. Tu vois, toi, tu sentais que tu pouvais t'en sortir sans, tu vois? Enfin, dis-moi si ouais, je me trompe, exactement. mais Non, c'est toi, exactement ça, c'est exactement ça. alors que c'est pas le cas de tout le monde. Moi aussi, c'était le cas. Alors, enfin, moi, c'est pas forcément que je sentais que je pouvais m'en sortir sans, c'est que j'étais en mode, je vais finir par y arriver, tu vois? Donc, même si dans le court Ouais, terme, je pensais pas que j'y arrivais, mais c'est pour ça que pour moi, ça a un peu été une victoire. Donc, pour les gens qui hésitent vraiment et qui sont vraiment contre les médicaments, en fait, le fait d'accepter d'en prendre ponctuellement, plus que le fait que oui, ça m'a sauvé, quelques crises d'angoisse, tu vois? Ça a été une victoire dans le sens que c'était une victoire contre mon sens de contrôle et de certitude, en mode, vaincre un peu cette peur de prendre un médoc, tu vois? Vaincre un peu ce besoin de contrôle, en fait. Parce que quand tu as vraiment obsessivement pas envie de prendre un médicament, au final, c'est du contrôle. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui sont, anxieux, qui veulent pas prendre le médicament contre l'anxiété, c'est parce que l'essence même de ça, c'est le contrôle, tu vois? Qui peut être bénéfique ou pas bénéfique, tu vois? Et donc c'est pour ça que pour moi, pour ceux qui écoutent, si vous avez vraiment cette vision un peu extrême, donc non médicaments et cetera, bah, en parler à votre psy et dire: «OK, je vais pas en prendre de manière régulière» et puis ça, vous êtes dans le droit de penser ça, mais vas-y, OK pour,
avoir une boîte et ponctuellement en prendre. Et ça vous donnera une victoire parce que vous vous rendrez compte que c'est pas non plus, ça va pas changer énormément de choses, ça va vous aider, mais c'est pas non plus vous mettre dans un état, complètement Bah, oui, c'est ça et puis parfois on a j'ai remarqué un petit peu quand voilà, je parle autour de moi, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis et cetera et mmh, ceux qui ont pas d'avis vont dire: «Bah, faut prendre des médicaments». Mais exactement. en Parce pensant que que c'est c'est la devenu solution. voilà, c'est devenu, Voilà. ouais, Mais moi, à part, quand me dire, «Prends un Doliprane», je peux rien entendre. C'est-à-dire que tout ouais. me paraît, tous les médicaments me paraissent énormes et donc c'est vrai que j'avais pas du tout envie et donc quand j'ai revu la psy, parce qu'en fait, je l'ai revu quelque temps après, quand j'ai revu ma psy, Parce que du je coup, lui ouais, avais par pour ton histoire, tu as vu une psy à quel moment tu as décidé d'aller voir une psy? Est-ce que tu en voyais déjà une ou ça s'est fait après alors aussi? en fait, j'en voyais déjà une. OK, J'en voyais déjà une, 1 à 2 fois par mois, d'accord. heu et ça faisait enfin ça fait, quelques mois, moins d'un an que je la vois. Mais pourquoi ça tu la voyais à la base? En fait, je la voyais à la base parce que, l'année, d'avant, donc pendant 1 an, tout à l'heure, je disais que j'avais habité en Israël Ouais, et en fait, j'ai très mal géré, mon retour et donc j'ai d'accord. passé une année à pas trop savoir où je voulais habiter. Si je voulais rester vivre à Paris ou, retourner vivre à Tel Aviv et donc j'ai Une passé grosse une confusion. année comme ça, ouais, à pas savoir et donc j'arrivais à m'engager dans aucun de mes projets. Mmh, Hem, j'ai une marque, de veste à côté OK. et en fait, j'arrivais plus à travailler sur ma marque parce que je me disais: «Mais est-ce qu'il faut que je la développe, à Paris? Est-ce qu'il faut que je la développe à Tel Aviv?» Après, je voulais chercher un travail, mais je me disais: «Est-ce que je cherche un CDI? Mais non, je vais rester coincée à Paris. Est-ce que je cherche un CDD?» Enfin, voilà, j'étais complètement, perdue et j'avais aussi, voilà, j'avais quand même des petits problèmes d'anxiété, à part ce sujet-là. Ouais. Voilà, j'ai un côté un peu hypocondriaque, je suis un petit peu inquiète, parfois de quand il y a trop de monde ou voilà, il y a toujours des Tu choses avais qui m'ont un peu stressée. des signes avant-coureurs, quoi. Ouais, c'est ça. Ou, j'avais toujours peur, je me faisais un peu parfois des scénarios catastrophes, quand il se passait quelque chose. Parfois, quand j'étais dans un endroit, j'avais toujours peur qu'il y ait un attentat, Ouais. donc en fait, tout ça, ça fait que je me suis dit: «Bon, là, j'en ai un peu marre, d'être inquiète, tout le temps. Plus, je sais pas où je veux vivre, donc je vais aller voir une psy». Mais ça, c'est top, hein, ce que tu avais parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que ça bah, moi compris, hein. Il y a beaucoup de gens qui attendent que ça aille vraiment hyper mal, tu vois? Avant de demander de l'aide. Et il y a aucun bénéfice à ça, tu vois? Toi, tu as eu l'intelligence de te dire dès qu'il y avait un terme tu as je sais pas, peut-être ton éducation, tu me diras, ton éducation ou genre, bah, la vision que tu as de ce sujet-là, mais dès que tu as vu qu'il y avait quelques problèmes comme ça, qui étaient pas non plus genre, qui mettaient pas non plus ta vie sur pause ou quoi, mais qui étaient chiants, comme tu as dit et bah, tu as décidé d'aller Ouais, voir une psy et en fait, sans le savoir, inconsciemment, la psy t'a donné beaucoup de clés et là, tu vois, tu dis que tu as eu ta grosse problème majeur d'anxiété en octobre, il en est en février et c'est bon, tu te considères, en tout cas quasiment guéri. C'est ouais. extrêmement court, tu vois? Comme laps de guérison. Mais pour moi, c'est parce que oui, clairement dès le début, tu avais déjà des outils, en fait, que tu avais donnés et qui t'ont fait, prendre les bonnes décisions assez tôt, tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Moi, c'est ma théorie, mais qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est exactement ça. Après, moi, pendant longtemps, on me disait, «Va voir une psy, va voir une psy» parce que, j'avais comme ça plein de petites, phobies, soit j'avais un peu enfin j'ai toujours d'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle au passé, comme des petites phobies alimentaires, il y a beaucoup de choses qui me dégoûtent et cetera. J'ai aussi Ouais, la phobie des chiens. Donc en fait, j'accumulais les phobies comme ça et c'est vrai qu'on me disait tout le temps: «Va voir une psy», mais ça me dérangeait pas dans mon quotidien. Donc moi, je voyais pas trop ouais. l'intérêt et puis pour moi, aller voir une psy, il fallait vraiment être, pas bien du tout, quoi. Donc heu donc c'est vrai que sur ça, moi, je pense que j'ai un peu tardé parce qu'en fait, quand on commence à avoir des phobies, on se rend pas compte, mais elles se développent non-stop. Alors que je suis par exemple, tout à l'heure, je disais que j'avais peur de l'avion, mais avant, j'avais pas peur de l'avion. Tu une phobie pour un truc, tu commences à avoir des phobies pour tout. C'est ça, Ouais, exactement. Donc je dirais pas que j'ai la phobie de l'avion parce que je le prends quand même souvent, mais j'aime pas. Alors qu'avant, mmh, j'avais aucun problème. Les chiens, bon, j'ai la phobie depuis toujours, mais par exemple, voilà, il y a quand même plein de petites choses comme ça où je commençais à avoir plein de petites phobies, mais qui voulaient rien dire ouais, ouais. et je me suis dit quand même si j'avais été voir plus tôt quelqu'un, peut-être que ça Bah, m'aurait après, plus tu peux toujours voir plus tôt, mais tu vois? Tu aurais c'est toujours ça, mieux on peut toujours mieux faire, on peut toujours mieux faire. Mais moi, j pour te dire, par rapport à beaucoup, beaucoup de messages que je reçois, donc d'abonnés ou quoi qui me racontent, ouais, leurs histoires,
moi, mon job, hein, et puis si vous m'avez déjà envoyé un message, ça doit vous parler, c'est que je demande très rapidement: «Est-ce que tu vois un psy ou est-ce que tu as déjà vu un psy?» Tu vois? Parce que je vois en fait que beaucoup de gens non, beaucoup de gens souffrent pendant des années parfois, sans Mais jamais bien aller sûr. voir un psy, tu vois? Et il y a des raisons derrière. Donc, certaines qui sont pas valides, d'autres qui sont valides, tu vois? Donc, on parlait des médicaments tout à l'heure. Je pense que la raison Mmh. numéro un, c'est que les gens ont peur d'aller voir un psy parce qu'ils sont persuadés que on va les «forcer» entre guillemets à les mettre sous médoc, tu vois? Et ça, c'est un peu la raison Franchement, principale, donc à quelqu'un, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, hein, mais en fait, ça m'a fait penser, je pense qu'il y a aussi cet aspect de devoir raconter sa vie, ses problèmes à quelqu'un ouais, qu'on ne connaît pas du tout. Alors que, ouais, il y a ça bah, en aussi. fait, c'est ça, on peut raconter à nos familles, nos amis et cetera. Moi, quand je vois la psy, j'ai pas l'impression de lui raconter des choses que ma famille ou mes amis ignorent. C'est juste son point de vue qui va être complètement différent et qui est hyper Mmh. neutre. Et c'est justement Donc parce c'est qu'il est vrai que neutre qu'il est intéressant. ouais, Après, oui, exactement. il y a plein de raisons différentes. Moi, en tout cas, je vois que parmi mes abonnés, c'est la raison que je vois beaucoup. Heu Mmh, et donc non, il faut savoir qu'on peut pas te forcer à te prendre un médicament. Si tu veux pas en prendre un, tu prends pas. Après, enfin, il mmh, faut aussi dire les choses, le système mérite un changement à ce niveau-là. Donc, il y a encore trop, on est encore beaucoup trop allopathie centré. Donc allopathie, c'est, la thérapie par prise de médicaments. Donc il y a aussi un peu un changement à faire à ce niveau-là, mais avec, la nouvelle génération de psychologues et même ceux qui sont, en activité actuellement, qui s'éduquent plus que par, bah, leur cursus qu'ils ont fait, basé sur des livres qui ont, plusieurs années, d'obsoléteté, si le mot existe. Et ben, ouais. maintenant oui, ça devient de plus en plus, heu, dans l'opinion commun que les médicaments, c'est pas automatique, et que voilà, tu peux très bien aller voir un psy sans pourtant devoir prendre des médicaments, tu vois? Et puis si tu aimes pas ton psy, ça c'est aussi un truc, qui devrait pas être le cas, tu vois? Et ça, j'en parlais avec ma copine, mais heu, il faut trouver le bon psy aussi. Et ça, c'est un truc Oui, bah, qui n'est pas forcément un truc que tu vas faire du premier coup. Et je vois beaucoup trop de gens qui me disent, donc quand ils me disent non, parce ils disent qu'ils voient pas de psy, ils disent: «J'en ai vu un, ça s'est mal passé» ou «Ça a pas match», tu vois? ouais. Et il faut pas s'arrêter à un en fait. Mais il y a des psys, il y en a plein, tu vois? Et il faut juste essayer de trouver, le bon match. Ça peut prendre du temps malheureusement. Et justement, j'en parlais avec ma copine, mais il y a des gens qui vont faire des Excel, tu vois? Pour trouver justement Ouais, bah, le bon psy. Pourquoi? Sur quel facteur? Est-ce qu'on veut un homme ou une femme? Est-ce qu'on veut, quelqu'un qui va plus être passif ou actif? Et donc prendre ce mmh. travail au sérieux, tu vois? Se dire: «Vas-y, je vais trouver un bon psy», et puis une fois que tu l'as, ça peut beaucoup t'aider, tu vois? Oui, mais bien sûr. Moi, beaucoup de fois, j'entendais, «Oui, je pense que tout le monde devrait aller voir un psy» et c'était à l'époque où moi, j'en voyais pas du tout. Je me disais: «Mais non», et en fait, maintenant que moi, j'ai vu une psy, Ouais. je me dis: «Mais tout le monde devrait aller voir quelqu'un». Je me dis: «Mais c'est-à-dire que moi, maintenant, vraiment, je la vois une fois par mois. En soi, c'est rien, quoi», et je me dis: «Mais Bah, ouais. c'est c'est quand même Un un petit nettoyage, quoi. ouais, exactement, exactement, et en fait, ben, c'est vrai que ça change. Après, moi, ma psy, elle m'a pas non plus sortie de mon anxiété respiratoire, mais c'est vrai que ça me faisait du bien, voilà, de même de dire à voix haute, mes phobies, sans que, Mmh. ce soit marrant, sans que, ce soit, fou ou et cetera, et c'est vrai que, ouais, d'avoir un avis neutre, parfois, c'est bien, mais je sais que c'est compliqué d'avoir le déclic d'aller voir une psy. Parfois, il faut un peu se faire pousser par ses amis ou sa famille, et Ouais. après aussi, évidemment, budget, hein. C'est un budget derrière, Mais du coup, mais voilà. tu vu une psychologue ou un psychiatre? Ou une psychiatre? Non, psychologue, OK. psychologue. Donc oui, Mais psychologue, quand faut même un ouais, budget, mais psychiatre, tu vois, c'est un médecin, donc c'est remboursé par la sécu. oui, bien sûr. Mais voilà, il y a le problème que les psychiatres, sont, Mais ont le médicament facile, quoi. ouais, ouais, ouais. Non, Et non, c psychiatre, j'ai Voilà, tu partages la peur que beaucoup de gens ont, c'est, psychologue, ça va, parce qu'il va juste parler, mais psychiatre, OK, ouais, c'est gratuit, mais revers de la médaille, il va me donner un médicament. Et ça, c'est voilà, il faut qu'on arrête ce truc-là. Il faut comprendre que, bah, beaucoup de gens sont dans cette situation où ils ont peur d'aller voir un psychiatre à cause de ça. Donc il faut il faut changer quelque chose. Donc ça, malheureusement, c'est pas entre nos mains. On travaille sur les générations futures, pour faire ça. Mais OK, cool. Et donc voilà, donc tu as vu, un psy, tu as commencé à travailler sur ton, anxiété, comprendre que c'est ton anxiété. Donc déjà juste ça, tu vois?
Il y a des gens, Ouais, ça une phase donc de comprendre que c'est pas un problème, physiologique, mais un problème ouais. d'anxiété. Pour des gens, ça peut prendre des années, hein, d'accepter ça, tu vois? Moi, je Ça sais que j'ai prend un du temps. travail, ouais, C'est très dur à accepter parce que du coup, on a la sensation un peu de s'en vouloir parce qu'on se dit: «Mais pourquoi je m'inflige ça? ouais, Pourquoi j'inflige ça à mon corps? Pourquoi je m'inflige de pas savoir respirer?» Et il y a des moments où on a envie de se dire: «Je préfère être malade», bon pas de ouais. manière, grave évidemment, plutôt que de me dire: «C'est ma tête qui fait ça». C'est ça qui est horrible. Et en fait, il y a c'est horrible, c'est horrible. Parce qu'en fait, C'est tu te ça dis, rend il y a pas de porte de sortie et moi, je me rappelle, c'est bah, vraiment c'est ça au début de mon anxiété, c'est que moi, mon anxiété, c'était purement que j'étais anxieux. Tu vois, j'avais pas d'anxiété liée à ouais, la santé ou tu vois, j'étais pas hypocondriaque, j'avais vraiment le trouble anxieux généralisé de l'anxiété, tu vois? Où j'étais anxieux parce que j'étais anxieux, tu vois? ouais, je Et vois donc très c'est bien. la boucle infinie et je pense que beaucoup de gens voient, c'est la boucle infinie. Du coup, tu es en mode: «Mais j'aurais jamais une personne peut me donner une réponse qui va faire que je vais "Ah OK, c'est bon, je suis rassuré pour de bon"». Non, du coup, tu enchaînes, ces trucs de cercle infini et c'est là où, donc ça va être un peu la partie courte du podcast, désolé, mais c'est là où comprendre tout le principe, du cycle de réassurance et comme quoi, quand tu as un trouble anxieux généralisé, quand tu commences à être anxieux d'être anxieux ou, anxieux de ta prochaine crise d'angoisse ou juste parce que je sais Ouais, pas, tu pas bien en ce moment ou quoi, heu, la seule vraie porte de sortie, c'est, justement d'arrêter cette, envie d'avoir une réponse et de te dire: «C'est bon, c'est fini» et du coup, c'est très bizarre quand je dis ça aux gens, ils sont en mode: «Mais je fais quoi en fait?» J'accepte que je vais mal, tu vois? Parce que puisque tout anxieux a comme croyance limitante la croyance qui est: «Si je reçois une pensée, une émotion ou une sensation, et que je ne fais rien, elle va soit s'empirer, persister ou se réaliser». C'est une croyance limitante que tous les anxieux ont, tu vois? C'est vraiment le noyau de l'anxiété et ben, du coup, les gens, quand tu leur dis: «Accepte tes émotions, accepte, ce que tu ressens, même si ça n'a aucun sens, même si c'est horrible», tu vois? Ils sont en mode: «Ah mais donc ça veut dire que je dois vivre avec ça toute ma vie», tu vois? Que ce soit consciemment ou bah, inconsciemment, exactement. c'est ce que tu interprètes. Alors que dans la réalité, non. Dans la réalité, tu vas juste revenir à ton état normal et coup de chance, l'état normal d'un être humain, c'est neutre. C'est pas non plus être heureux tout le Exact temps, c'est pas non plus d'être anxieux tout le temps, c'est d'être neutre entre les 2, tu vois? Et ça, c'est mmh. le truc que pour moi, l'information la plus importante pour guérir l'anxiété, mais heu, pour comprendre ça, ça passe par plusieurs autres, étapes, mais voilà. Mais c'est exactement ça, hein, et puis on se demande tout le temps: «Mais combien de temps ça va durer? Est-ce que je vais Voilà. rester comme ça tout le temps?» Et moi, dans ma tête, c'était tellement hors de question parce que c'était insupportable. C'est-à-dire que même j'allais dîner avec des copines, je devais récupérer mon souffle toutes les 3 secondes. Enfin, c'était Mmh. insupportable et je me Et disais: «Je peux pas rester avec ça, il va falloir que je trouve plein de solutions qui vont voilà. faire que ça va changer». Et plus tu veux trouver des Et solutions, plus tu alimentes le problème et et en fait, au final, j'ai fini quand même par trouver des trucs qui ont réussi à m'apaiser, comme quoi? et j'ai comme par exemple, d'écrire. D'accord, ouais, Alors, le journaling? pareil, c'est ce que j'entendais souvent, il faut écrire. Moi, je suis pas très littéraire, j'écris pas d'ailleurs et en fait, bah, je saurais pas dire comment, je me suis fait le kiff, j'ai acheté un super beau cahier, voilà Ouais, et je me suis dit: «Bon OK, bah, non, mais je vais ça te paraît, un détail, mais pour moi, c'est pour ça que je demande souvent quand je conseille le journaling, je commence vraiment par dire: «Achète-toi un cahier». Prends pas un vieux cahier que tu as déjà, un truc comme ça. Vraiment vraiment implique-toi dans les cette oh, décision et prends un nouveau carnet, un beau carnet si tu veux avec des princesses ou je sais pas quoi dessus, comme tu veux, un truc vraiment stylé ouais, et comme ça, tu es en mode: «C'est mon cahier». C'est mon cahier et ça va exactement. te motiver à dire: «Vas-y, j'ai acheté ça, maintenant, je vais l'utiliser», tu vois? Bah, c'est exactement ça. Je l'ai acheté et c'est une marque où on peut faire graver ses initiales sur Trop bien. le carnet. Fait et je me suis dit: «Bon, bah, maintenant je suis obligée d'écrire dedans» Mmh. et rien que d'écrire, je savais pas quoi écrire, ça m'a emmenée à écrire et donc j'ai commencé à écrire, bah, sur Israël. J'ai même écrit sur l'anxiété respiratoire, que j'en avais marre et donc franchement, ça m'a aidée et c'est la vérité que ça aide alors que moi, plein de fois, j'ai entendu: «Moi, j'écris quand ça va pas, faut écrire» et je me disais: «Oh là là, c'est quoi ces trucs?» Et en fait, vraiment, moi, en tout cas, ça le fait de me dire: «J'essaye quand même» et ben, en fait, ça a marché. Bah, super, Pareil merci. pour, les courriels. On m'avait Bah, dit, d'essayer de toute façon. pour expliquer pourquoi ça marche, le journaling, en fait, les quand tu es anxieux, c'est que
tu comprends pas le principe que, tu sais, on a 2 parties du cerveau, une partie qui est tu sais, on parle beaucoup de limbique droit, limbique gauche. Je sais pas si tu as déjà entendu Ouais. cette expression, Oui. où tu as une partie de ton cerveau qui va être tout ce qui est logique, résolution de problèmes, mathématiques un peu, tu vois? Et l'autre aspect qui est l'intuition et l'émotion. Donc tout ce qui est sait les choses de base, tu vois? Qui n'a pas besoin de les expliquer, il les sait, c'est de l'intuition, c'est des tu sens les choses, tu vois? Tu les sais, tu as besoin de les expliquer, tu vois? Et en général, une personne anxieuse, il y a un peu c'est les liens entre les 2 sont froissés, les 2 ont du mal à communiquer et en général, c'est surtout le cerveau purement logique qui prend un peu le dessus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions sont gérées plutôt vers le cerveau intuitif des émotions et il a son propre langage. Il a pas du tout le langage de la logique qui est les pensées que tu as tous les jours, les trucs que tu penses sont logiques et font sens, tu vois? Les émotions ont un langage complètement différent. Mais en fait, quand tu écris, écrire, c'est le langage des émotions. C'est en fait, tu vas, fluidifier le processus des émotions. Parce que toute émotion, tu vois, a un processus, a une raison derrière. Même ton émotion la plus bizarre et la plus, non voulue Ouais. possible, elle a une raison d'exister. Ça peut être, un truc que tu comprends absolument pas au début et tu te rends compte, parfois jamais, parfois des années après, tu vois? Mais il faut justement encourager ce processus, le faire fluidifier, le faire avancer. Et en fait, parfois, juste écrire, tu vois? Écrire ce que tu ressens, sans trouver de réponse. Et donc ça, pour tous les gens avec une notion de contrôle ancrée en eux, c'est hyper dur à comprendre, mais des fois, juste écrire Ouais. ce que tu ressens, ça suffit, en fait. Juste dire: «Là, j'ai peur d'être comme ça toute ma vie», ça peut suffire pour que, cette peur d'être comme ça toute ta vie parte et qu'elle parte de ton esprit, en fait, parce que tu l'as exprimé, tout simplement. Et nous, on va plutôt penser qu'il faut trouver une raison pour laquelle: «Non, tu as pas de raison d'avoir peur parce que ça». Non, des fois, juste le dire, juste l'exprimer. Donc tu l'écris sur ton bout de papier: «Voilà, j'ai peur de ça. Voilà, je fais des crises d'angoisse depuis le truc qui s'est passé en Israël. Moi, je fais des angoisses sur la respiration» et cetera. Juste le fait de le dire, pas forcément tout ce que tu écris, mais une grosse partie de ce que tu écris. Juste le fait de l'écrire, ça résout le problème. Et donc, c'est pour Mmh. ça que ça a dû beaucoup t'aider. Bah, franchement, ça m'a aidée et parfois j'écrivais même pas des pavés et même parfois juste pour écrire et si je savais pas quoi écrire, bah, j'écrivais soit des citations que j'aime bien, soit Ouais, je regardais les schémas que tu avais fait sur ton profil, que tu publies et je reprenais un peu ces schémas et juste de les refaire à la main, ouais. bah, je me disais: «Bon, bah, OK, de reproduire ce schéma-là, ça m'aide» et donc maintenant je peux écrire un truc même aucun rapport ou je sais pas, j'écrivais des titres de chansons que j'aime bien, enfin, j'écrivais parfois tout et n'importe quoi. En fait, tu as suivi le langage de tes émotions, quoi. Tu es en mode: «Vas-y, je vais donner une voix à cette partie de moi qui juste sent les choses, ressent les choses et ne sait pas pourquoi». Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu fluidifies le process et après, bah, c'est juste que ces pensées que tu as, même si elles font très peur, même si elles sont horribles, bah, elles reviennent plus, au final. Et c'est ça le but final, tu vois? C'est pas de trouver une réponse absolue. C'est juste que ces pensées que tu as de manière obsessive, ces symptômes que tu as de manière obsessive s'en aillent. C'est ça le but qu'il faut jamais oublier. Bah, ouais, c'est franchement, c'est ça et c'est vrai que moi, ça m'a aidée et je reviens sur les coloriages. OK. Ça, ça m'a aidée. Alors ça m'a pas aidée dans le sens où j'ai bien aimé forcément ou non, mais par contre pour le souffle, et pour ma Mmh. respiration, ça m'a vraiment aidée. D'accord. De me concentrer sur, des j'avais des feutres et vraiment, on m'avait donné des coloriages, anti-stress. Chose qu'avant vraiment je n'aurais jamais eu la patience de faire. Encore une fois, c'était vraiment Ouais, pour en fait, il faut être ouvert à essayer tout ce qui peut être possible. exactement. C'est-à-dire que si on me dit: «Fais du collage, essaye» et ben, même si j'en ai jamais fait et que sûrement que ça va me saouler, bah, OK, j'essaye quand même. Il faut être ouvert à essayer un truc que tu as jamais essayé, mais c'est un autre truc qui est très important, c'est s'y tenir aussi. Ne pas juste essayer de Ouais, ramener les choses à droite à gauche. C'est laisser le oui, temps à cette chose de faire effet, qui est super important. voilà, exactement et en fait, le fait d'avoir fait les collages, c'est vrai que et ben, mon souffle, je le récupérais moins de manière Mmh. c'est-à-dire qu'au lieu de le récupérer, toutes les, 1 minute, je l'ai récupéré toutes les 10 minutes. Tu es en mode: «Waouh, ça Parce commence que à avancer, ouais, quoi». j'étais focus sur, le coloriage et ça m'apaisait et je le faisais avec, de la musique, et donc c'est-à-dire que même quand je faisais le coloriage et que je récupérais mon souffle,
et bah, ça me stressait moins. J'étais quand même dans une bulle où j'étais plus apaisée et j'étais concentrée sur ce que je fais et cetera et c'est vrai que ça, sur la respiration, ça m'a vachement aidée. Bah, ça, c'est un truc, pour moi, c'est pas le fait de colorier qui fait que ça te règle tes respirations. C'est juste qu'en fait, tu es dans un état d'hyperactivité, de la partie de ton cerveau qui s'appelle l'amygdale, donc qui gère, l'anxiété. Heu, donc tu étais vraiment en état, anxieux, quoi. Tu avais plein de cortisol, voire d'adrénaline dans le Ouais, corps. Tu es en état anxieux permanent, tu vois? Et tout ce que tu dois faire, c'est sortir de cet état-là, tu vois? Une fois que tu sors de cet état-là, après, pour y revenir, c'est compliqué pour ton corps, tu vois? Et donc, ouais, toi, le fait de colorier, ça te donnait cet espace où ça prenait dans ton esprit, en fait, ça le distrayait de manière générale, mais de la bonne façon, donc passant par le calme. Et c'est pour ça que moi, je parle toujours du calme et comme quoi le calme, pour moi, c'est mon état préféré parce que il y a rien de mieux que le calme pour, que ce soit ressentir moins longtemps des émotions négatives, mais aussi pour ressentir des émotions positives. Le calme, c'est justement la case départ pour tout, tu vois? Et donc avoir un colorage comme ça spécial, du coup, ça doit être des coloriages spécial, contre l'anxiété, c'est ça? Déstressant et tout ça? oui, c'est ça ou même, enfin là, j'avais fait ça, mais après j'ai continué, j'en faisais même des colorages, comme ça, Mouais, quoi. mmh, Même j'avais téléchargé une application sur mon téléphone, de coloriage et en fait, ça me permettait juste d'être focus. Par exemple, quand je prenais le métro et que je me ouais. sentais un peu oppressée dans le métro, bah, je sortais mon appli et je faisais des trucs de coloriage juste pour, voilà, être focus sur autre chose que regarder les gens autour de moi et être stressée. Ouais, c'est C'est top vraiment ça. le fait d'être focus. Et ça, ces activités, j'en parlais un petit peu, c'est toutes ces activités qui te forcent, ça dépend des gens. Parfois, c'est des choses complètement différentes en fonction des gens, tu vois? Mais une activité qui va vraiment te faire penser à autre chose, tu vois? Peut-être des fois, va te donner un petit boost, soit de dopamine ou de sérotonine, tu vois? D'hormones un peu de bonheur pour te sortir un peu de ton état anxieux. Moi, c'était le sport, moi. Tu vois? Donc même quand Mmh, j'étais au plus profond de mon anxiété, où j'avais des anxiétés qui duraient toute la journée, tu vois? Moi, j'avais pas de crise d'angoisse au début, j'avais des crises de oui. non-angoisse, tu vois? Où j'avais quelques heures dans Mmh. la journée où j'étais pas anxieux, mais sinon j'étais anxieux en permanence. Mais je savais que quand j'allais aller au sport, par le fait d'être au sport, en plus j'étais avec mes potes, mais le fait d'être au sport, avoir les endorphines, tu vois? Tout le coup de boost physiologique qui vient avec le sport et ben, ça m'aidait de fou. Juste le fait de pendant 1 heure, tu te coupes cet état anxiogène, d'anxiété permanente, mais si tu fais ça de manière régulière, donc tous les jours, tu as ta petite pause, tu vois? Et bah, ça joue de ouf sur ta guérison. Après forcément, si tu as encore la tendance anxieuse et tu as tous les mécanismes de contrôle, certitude et tout ça Oui. qui vont réallumer l'anxiété, ça va toujours revenir. C'est pour ça que moi, c'est pas une séance qui a fait que j'étais guéri, tu vois? Mais en Ah bien fait, sûr, ça revient. beaucoup de mes instants eureka, on va dire, tu sais, les moments où tu réalises: «Ah mais en fait, voilà, là je fais ça, il faut que j'arrête de faire ça», tu vois? Donc toutes les réalisations que j'avais sur, c'est quand j'identifiais des pensées anxieuses, quand je comprenais comment je contrôlais quelque chose, comment je cherchais la certitude. Parce que ça, tu vois, c'est un truc que tout le monde me demande, comment tu, arrêtes de contrôler, comment tu arrêtes ce besoin de certitude et de contrôle. En fait, ça se fait petit à petit, en fait. C'est pour ça que moi, tout ce que je peux faire, c'est te dire et te faire regarder vers ce côté-là de contrôle et certitude. Et après, c'est toi, dans ta vie de tous les jours, qui va te dire: «Ah mais oui, là, je fais du contrôle, là, je fais la certitude». C'est à toi-même de te rendre compte, en fait, de tous ces petits mécanismes que tu as de contrôle et certitude. Et justement, ces moments où tu vas faire un petit reset, tu vois? Donc tu vas colorier ou tu vas faire du sport, tu vas faire ce que tu veux. Dans cet état-là, tu vois les choses de façon beaucoup plus claire et c'est là où tu peux justement avoir ces bons en avant. Et c'est là où des fois, quand tu es vraiment au fond, que justement, les médicaments peuvent être utiles. Et là, avoir un médicament de façon ponctuelle, ça peut t'aider, tu vois? Et donc faut garder en tête ces trucs-là. Partir d'une recherche, donc tu as dû avoir un processus de recherche, j'imagine, pour trouver, ces choses-là qui t'apaisaient ou bah, Oui. raconte-moi un peu comment tu as trouvé ces choses-là qui marchaient bien sur toi? Avec ce mindset Bah, justement que tu as dit de tout essayer? en fait, je reviens aussi sur, tout à l'heure, tu parlais du calme. Ouais. Tu disais que c'était super important et en fait, c'est vrai parce que moi, j'ai toujours été, quelqu'un un peu d'hyperactive, tu vois? Je te disais que j'ai pas besoin de beaucoup dormir, je sors beaucoup, je fais plein de choses, et c'est vrai que moi, le calme, ça veut dire que ça m'ennuie très vite. Enfin, ça m'ennuyait, très vite et j'avais pas Mmh. l'impression qu'on en avait besoin. Je Ouais. voyais plus ça comme une perte de temps
et en fait, rien que le fait de changer des habitudes parce que, bah, tu as pas le choix là de devoir être calme parce que, bah, en fait, j'ai du mal à respirer donc je vais pas commencer à aller à droite à gauche. Ça a changé mes habitudes donc en fait, il faut trouver d'autres occupations, en se disant: «Bah, le calme, c'est bien» et je sais que maintenant, bah, j'ai plus aucun problème à être, tranquillement chez moi, au calme. Je même limite, je vais me dire: «J'ai besoin là, bah, ce soir, je fais rien, j'ai envie d'être calme, et ou là, demain, je ferai ça pour être plus détente», et c'est vrai que ce truc du calme avant j'y pensais pas du tout, tu vois? Donc je reviens dessus parce que tu en as parlé et c'est vrai qu'en fait c'est super Parce que, en important. fait, C'est ouais. parce qu'en fait, quand tu es une personne anxieuse, le calme et être seul avec tes émotions, c'est la dernière chose que tu veux, tu vois? C'est C'est ça, justement mais le on le sait pire pas. ennemi d'une On sait personne ouais, anxieuse, c'est de se ouais, retrouver, dans le calme et dans l'ennui, quoi. ouais, exactement. Sauf que moi, je pense que je l'ai jamais lié en fait, à l'anxiété parce que je me disais pas forcément que c'était parce que, à certains moments, je pouvais être anxieuse et c'est vraiment tout ça qui a déclenché et pour répondre à ta question, souvent moi quand j'étais un peu stressée ou pas bien, j'avais beaucoup du mal à le dire. Ouais. Je saurais pas dire pourquoi, mais je sais pas, je crois que c'était comme une perte de temps d'en parler ou comme si, bah, c'est pas les gens à qui j'allais en parler qui allaient me trouver une solution, quoi Alors et tu sais jamais, je fais juste une pause sur ça, tu sais ouais. jamais qui c'est qui va t'aider. Tu vois? Moi, quand j'étais quand j'ai fait mon truc d'anxiété, Heu, donc au tout début, tu vois? Une grande partie de cette raison, c'était que j'ai fait ça, c'est parce que j'avais fini par m'isoler, tu vois? Donc je revenais d'un séjour à l'étranger où j'avais passé les meilleurs 6 mois de ma vie et après je m'étais un peu isolé, où je sortais plus trop, je voyais plus trop des gens et tout ça et il y avait 2 mecs, donc 2 potes dans ma classe, donc un était dans ma classe et l'autre non, hem Mmh. où je me disais un peu, «Ouais, eux, j'ai trou ils sont pas forcément très intéressants», tu vois? D'une façon très superficielle avant, tu vois? En mode: «Ah, c'est pas forcément le mec avec qui j'aimerais traîner», tu vois? Truc comme ça. Très mauvais de penser ça, tu vois? Parce que tu sais jamais et après, je me rappelle, j'étais en mode: «Mais en fait, là, une raison pour laquelle je suis anxieux, c'est parce que, je suis toujours tout seul, en fait». Et je savais qu'ils habitaient à côté de chez moi. Et du coup, ces 2 mecs-là, je leur envoie un message un jour. Je leur ai dit: «Les gars, ça vous dit, puisqu'on est voisins et tout», parce que j'avais quand même je les aimais bien, enfin, on avait des bons contacts, même si on se connaissait pas beaucoup, tu vois? Et je leur envoie un message, je leur dis: «Les gars, ça vous dit, on va à un ciné ensemble ou quoi?» tu vois? Et bah, on a fait ça, on est juste sortis, donc on se connaissait pas du tout, tu vois? Ouais. Et je me rappelle, on était au McDo et tout ça et j'avais cette sensation de: «Ouais, ces gens-là, je vais pas forcément leur parler de mes problèmes parce que je pense pas que c'est eux qui vont m'aider». Mais en fait, en leur Mmh. parlant, je me rends compte que, bah, eux, en fait, eux aussi avaient déjà vécu un truc très similaire et tout ça et donc ben, spoiler alert, c'est devenu mes meilleurs potes aujourd'hui, tu vois, ces mecs-là. Donc jamais, ne jamais, avoir ce préjugé des gens de dire: «Ouais, lui, il va rien m'apporter». Même un n'importe qui peut t'apporter quelque chose. En pleine conscience, on dit n'importe qui peut être ton professeur, tu vois? Tu peux rencontrer quelqu'un dans la rue, heu, quelqu'un même un mec un peu bourré ou un mec bizarre ou quelqu'un un peu, même les fous, tu vois? Même les fous, des fois, apportent des sagesses, incroyables, tu vois? Donc jamais se dire ça et toujours se dire: «N'importe qui peut t'apporter quelque chose» et rester ouvert à ça, rester ouvert à ce que n'importe qui peut dire et ça peut grave booster ton développement personnel, tu as raison. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai et le fait de le dire et en fait là, comme si en fait on me mettait à l'épreuve de me dire: «Là, tu as pas le choix d'en parler parce que de toute façon tu dois récupérer ton souffle toutes les, tant de minutes, donc en fait, tu vas finir par se voir, donc il faut bien que tu expliques» et c'est vrai que, ça m'a un peu, ouvert sur ça de me dire: «Bon, bah, maintenant quand il y a un truc qui va pas, bah, j'ai beaucoup moins de mal à le dire, quoi» et donc c'est vrai que, bah, après les gens, que ça t'aide ou non, qu'ils donnent leur avis ou non, juste au moins, tu es à l'aise avec toi-même parce que tu as rien à cacher. Tu dis: «Bah, voilà, là en ce moment, Mais tu trouves je pas stresse mal». que quand justement tu es honnête avec les gens, tu leur parles authentiquement de ce qui t'arrive, tu crées des connexions bien plus rapidement avec eux justement? Bah, alors après moi j'ai quand même ce truc où, ça reste quand même des gens assez proches, Ouais, donc c'est des gens avec qui je me sens quand même déjà, un minimum connectée. Mais c'est vrai que, rien que le fait de passer à jamais parler de ses émotions, à dire: «Là, OK, j'en parle», ouais. déjà je me sens enfin, ça apaise quoi, on se sent mieux et on sait qu'on est du coup avec les bonnes personnes. Mais c'est vrai que, du coup, bah, d'en parler, voilà, comme ça, après les gens ils te disent: «Bah, tiens, moi je connais machin qui a eu ça, tu devrais essayer ça», ou «Bah, tiens, je suis un tel sur Insta, si tu peux le suivre, il en parle».
Et il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée, et ça justement, bah, c'est d'en avoir parlé, à un dîner, bah, parce que je devais trop récupérer mon souffle. Une amie me conseille d'aller voir une ostéopathe OK. et en fait, c'est vrai que moi, j'y avais pas du tout pensé, donc j'étais allée voir le médecin, j'ai continué à aller voir la psy, mais c'est vrai que l'ostéopathe, j'y ai pas du tout pensé. Le lendemain, j'ai directement pris rendez-vous et en fait, ça fait partie vraiment alors j'ai fait qu'une seule séance, hein, Ah ouais? mais ouais, ça fait vraiment partie d'un des éléments déclencheurs qui ont fait que ça allait beaucoup mieux après. Comment? Parce qu'en fait, le fait qu'elle me dise: «OK, l'anxiété a créé qu'au niveau» je crois que c'est du diaphragme, donc je suis un peu nulle Mmh. sur ça, mais je sais plus exactement, mais ça a créé un gonflement au niveau du diaphragme, du ventre et cetera. Donc oui, c'est ça qui t'empêche de respirer et le OK. fait juste qu'elle me dise: «Oui, ça a démarré, OK, de l'anxiété, donc de ta tête, mais du coup, ça a vraiment créé un vrai problème physique», Ouais. ça m'a tellement rassurée de me dire: «OK, je suis pas folle». Je savais bien que j'arrivais pas à respirer et que même si je me dis: «T'inquiète, tu es apaisée», ça marche pas quand même et Mmh. donc en fait, elle m'a fait tout un massage, un peu au niveau, du ventre, la cage thoracique et cetera et ça m'a débloquée. C'est-à-dire que je suis sortie de la séance, bah, je pense que mon anxiété est revenue peut-être 1 heure ou 2 heures après, mais j'étais apaisée pendant, longtemps, quoi. Mmh. Et rien que ça m'a fait du bien de me dire qu'au moins pendant 2 heures, bah, j'avais plus besoin de récupérer mon souffle et même de parler avec elle, alors que je veux dire, c'est pas une psy, mais il y a un côté en vrai, chez les ostéopathes et je pense chez d'autres médecins sûrement, un côté un petit peu psy où en fait elle te dit: «OK, alors pourquoi est-ce que là tu as anxiété respiratoire? OK, il s'est passé ça, ça, ça. OK. Maintenant, nous on va regarder ensemble» et le fait qu'elle me confirme en effet, là, c'est un peu surgonflé parce que tu récupères trop ton souffle, donc ça te gonfle. Donc oui, en effet, tu as du mal à respirer, mais ça m'a rassurée, en fait. Je me suis Mmh. dit: «Bon, bah, il y a quand même l'anxiété a quand même créé quelque chose de physique» et elle me le confirme et ça veut dire que ça peut se gérer aussi avec un massage et cetera et pas que, moi seule avec, ma tête, mes émotions, mes pensées, Ouais. et ça m'a vachement aidée. OK. Parce que tu vois, le truc avec la réassurance, c'est que moi, j'en parle beaucoup en mal, la réassurance, comme quoi il faut pas chercher la réassurance et tout ça. Mais bien évidemment que l'état qui va faire que tu vas plus être anxieux, c'est quand tu vas avoir quand tu vas te sentir réassuré. Mais Ouais, ce qu'il faut faire le li en fait, il faut distinguer des réassurances qui sont compulsives, que tu vas faire, mais qui vont durer très peu longtemps. Donc, bah, tout ce qui est les gestes détox et tout ça, tu vois? Ou juste aller sur internet pour rechercher les symptômes et tout ça. Et les réassurances, mais plus globales, dans le sens, tu vois, moi je dis beaucoup que il faut absolument croire au fait que la vie te veut du bien, tu vois? Donc bien évidemment qu'à partir du moment où tu crois que la vie te veut du bien, ça va te rassurer et c'est pas mal d'être ouais, rassuré que la vie te veut du bien et ça, c'est pareil, tu vas comprendre, en fait, ton problème pour ce qu'il est. Donc bien évidemment que l'anxiété, ça commence par l'anxiété, mais quand un corps a un comportement qui est, différent que d'habitude, donc ça peut être les trucs respiratoires, mais ça peut être aussi pour tous les gens qui ont des céphalées et tout ça. Bah oui, après l'anxiété crée le problème derrière qui ne devient plus que l'anxiété. Mais par contre, si tu enlèves l'anxiété derrière, le problème qui a été créé va aussi se résorber, mais ça n'empêche pas le fait que, bah, ce problème physique aussi, tu peux aussi agir dessus. Donc là, tu as fait des massages et tout ça et ça te permet de savoir que ça va être dur pendant un moment, même quand tu auras stoppé l'anxiété, même si tu auras arrêté de l'alimenter, le problème va persister un peu. Parce qu'il y a aussi ce truc physique qui est lié à ça. Parce que trop de gens se disent: «Vas-y, OK, j'arrête de contrôler et tout», mais ils voient que les symptômes ne s'améliorent pas directement et c'est normal. Dans toute journée, dans tout chemin d'un anxieux, il faut toujours passer par cette phase un peu de traversée du désert où tu abandonnes la notion de trouver une solution. Donc tu cherches arrête de chercher le contrôle, de tes pensées et cetera, mais tu vas avoir cette impression de rien faire et ça va être très gênant, inconfortable de te dire, «Mais là, je suis pas en train de me battre contre mon anxiété ou quoi» et tu fais ça, mais tu vas faire ça, ça va te faire cette impression que ça va s'empirer parfois, mais ça va pas aller mieux pendant un petit moment. Ça va même s'empirer, tu vois, les symptômes. Mais il faut continuer, il faut persister et tout ça pour un peu sortir de l'autre côté. Donc voilà, petite précision que je voulais faire et donc du coup, voilà, tu me dis que tu as vu cet ostéopathe, donc tu as eu cette rassurance saine que ouais, OK, tu as un ouais. peu plus Tu compris le ton fais problème. vraiment comme une confiance, quoi. C'était comme si elle me confirmait parce qu'évidemment quand on le voyait, physiquement que j'avais du mal à respirer, mais
comme si personne ne me comprenait vraiment. Je veux dire, moi, mon but, j'ai pas envie de faire de la peine, mais Ouais. je veux dire, on comprenait pas que je le vivais extrêmement mal, que pour moi, c'était insoutenable, que Ouais. ça dure une journée ou 10 jours, c'était insoutenable et comme si vraiment j'avais besoin que quelqu'un d'extérieur me confirme: «En effet, c'est insoutenable, mais t'inquiète, ça va aller» Mmh. et rien que ça m'a fait du bien, en fait, de et puis même physiquement, franchement, le massage qu'elle m'a fait, vraiment, ça m'a fait du bien et en fait, après ça, bah, voilà, quand on en parle encore une fois autour de soi, c'est vrai que c'est important aussi d'être bien entouré et après, bah, du coup, on peut chercher des solutions à plusieurs et donc moi, il y a un moment où je me suis dit: «Bon, là, vraiment, il faut que je pense un petit peu aussi à ce qui pourrait me faire plaisir pour que je sorte de ça» et hem je suis partie, vraiment j'avais encore vraiment beaucoup l'anxiété respiratoire, mais à un moment ma sœur m'a dit: «Beh, viens, on part en week-end, toutes les 2, Trop bien. au calme, pour, voilà, prendre un peu d'air frais et surtout changer d'environnement» Environnement, ouais. et c'est vrai que je me suis rendu compte justement que de changer d'environnement, bah, ça m'avait fait, vachement bien. On est juste parti un petit week-end, mais juste voilà de prendre l'air frais, d'être pas stressé de rien, qu'il y ait personne, de faire vraiment ce que je veux, d'avoir envie d'avoir la flemme. Ouais, C'est exactement. ça fait vachement bien et ça a fait aussi partie d'un des plus gros éléments de guérison. Ça veut dire que pendant tout le week-end, il y avait une différence énorme. J'en avais presque pas. Ça veut dire qu'il y avait des moments où oui, je récupérais mon souffle, mais ça se comptait, je sais pas, en nombre de fois par jour, minime comparé à ce que je pouvais avoir avant. Parce que le truc, c'est que justement, je trouve que tu ramènes un très bon point qui est très important, c'est les voyages. Et je sais que moi, parce que ma Ouais, ma guérison a clairement été, rythmée par des voyages que j'ai faits. Donc, tu avais des voyages où, comme tu dis, où c'était que du positif, tu vois? Où c'était en mode, ouais, vas-y, le fait de lâcher prise, tout allait bien, tu vois? Mais il y avait aussi des voyages où c'était l'inverse. Il y avait des voyages où je me confrontais justement à ma peur, je sortais de ma zone de confort et tout ça. Mais justement, le fait de se faire ça aussi me faisait guérir. Et c'est pour ça que, c'est un truc que je conseille beaucoup, bah, pour ceux qui en ont les moyens en tout cas, même s'il y a un week-end, tu vois, tu peux faire un truc en France, même en France, il y a des endroits ouais. super pour faire des week-ends, tu vois? Et c'est vraiment un truc top, hein. Si tu veux accélérer ta guérison, je mettrais vraiment les voyages, au-dessus de la Absolument. liste parce que le fait que exactement comme tu dis, le fait de changer complètement d'environnement, ça enlève toutes les variables que ton corps a l'habitude d'avoir et toutes les micro-liaisons qu'il fait entre les choses, tu vois? Et ça peut avoir un effet qui est, détrimentaire au début, dans le sens où tu vas dans ta zone de confort, tu vas te sentir pas en sécurité. Donc il y a cette possibilité-là, mais justement, tu vois? C'est le fait de pas être dans une zone de confort qui va te faire beaucoup progresser. Et inversement, si tu pas ça, si tu juste que du kiff et que de l'apaisement, bah, trop bien. Ça te fait une pause, tu baisses le niveau de cortisol et le fait de baisser tes niveaux de cortisol pendant 2 jours, et bah, tu peux être assez sûr qu'ils vont jamais revenir là où ils étaient avant, tu vois? Genre le fait de faire Ah, ces cures en fait où peu importe comment tu le fais, tu baisses le niveau de cortisol, tu avances en fait. Tu fais un pas en avant et donc ouais, les voyages franchement tu as eu beaucoup de bonnes idées, hein. Franchement Julia, et ça explique pour laquelle tu as guéri aussi rapidement et du coup la dernière partie de ta guérison, comment tu la raconterais? et ben, bah, juste pour revenir sur les voyages, c'est vrai que tu as raison parce que, moi, j'y pensais pas forcément, en me disant: «Ah là là, il faudrait que je parte». C'est vraiment ma sœur qui a eu cette idée. C'est elle qui a tout réservé, tout organisé Ouais, ah, c'est et cool. encore une fois, on est parti loin, vraiment, on est parti à La Rochelle, donc c'était pas, si loin que Ouais, ça et c'est vrai que, bah, ça, c'était déjà ça a commencé, ça a engendré le début de la fin. OK, trop bien. Vraiment, voilà, le fait d'être partie, c'est vrai que quand je suis rentrée, bah, du coup, j'ai senti la différence parce que je recommençais un petit peu à en avoir, mais ça m'avait fait tellement du bien de partir et ça avait juste comme s'il me fallait plein de steps de confirmation. Là, il y a Mmh. eu tout ce que je t'ai dit où ensuite ça me le confirmait et bah, là, encore une fois, le week-end, ah bah, ça me confirme que quand je suis contente, que je suis apaisée, que je suis avec ma sœur, que tout va bien et cetera et bah, j'ai moins d'anxiété Ouais. respiratoire, donc ça va mieux. Donc là, je vais rentrer et je vais faire en sorte que ça continue comme ça pour que ça aille mieux et au final, bah, les dernières étapes, il y a aussi eu un gros changement, dans mon appartement qui m'a beaucoup aidée. Tu as changé ton lit de Heu, place? j'ai non, alors ça, on m'en a beaucoup parlé, mais alors moi, j'aime trop que mon lit est à ma place, mais c'est vrai que ça, j'en ai beaucoup entendu parler.
Mais en fait, j'avais ce qui avait aussi déclenché le fait que je sois pas bien, donc l'anxiété respiratoire n'avait pas encore commencé, mais c'était au mois d'août. C'est là que ça a commencé cette phase de, je commence à tomber un petit peu, dans, le fait que je sois pas bien, Mmh. parce que, j'étais pas partie du mois d'août, j'étais vraiment seule à Paris, Bah ouais, et j'ai eu comme un forcément. truc, je pouvais plus me voir mon appart, quoi. Genre, j'étais Mmh. là: «Mais oh là là, je peux plus me voir», et donc j'avais en tête comme ça depuis longtemps de changer un petit peu mes meubles, et en fait, même quand ça a commencé à aller mieux, je me suis dit: «OK, là, tout va mieux, j'ai plein d'énergie, c'est l'occasion de refaire mon salon», et donc j'ai commencé à acheter des nouveaux meubles, j'ai refait la Ah ouais. déco, et franchement, mais ça m'a vachement aidée. C'est-à-dire que même si je l'ai fait à une période où ça allait vraiment déjà mieux, le fait de récupérer de l'énergie à faire ça, à devoir chercher des meubles, à devoir c'est vrai que l'environnement, encore une fois, ça change, même si c'est pas un environnement où de là à partir en week-end, même juste chez soi, il faut se sentir hyper bien et c'est hyper important, et c'est vrai que cette histoire de lit changer de place, moi, je l'ai entendu plein de fois parce que je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont fait et pour qui ça a marché, même qui étaient pas forcément des personnes, très anxieuses, mais qui ont juste changé leur lit de place, et quand je parlais, voilà, que j'avais ça, c'est vrai qu'on me l'a beaucoup dit. Je l'ai pas fait encore une fois parce que C'est que moi je la neuroscience derrière est assez folle, hein. Et cette histoire est assez connue, hein, je pense que beaucoup de gens la connaissent. ouais. C'est à l'époque de la guerre du Vietnam, tu avais donc les soldats américains, comme beaucoup de soldats, ils étaient addicts à l'héroïne, tu vois. Donc évidemment, Mmh. quand tu as un milieu comme ça, tu as besoin de quelque chose. Et bah, l'héroïne, c'est connu comme la substance la plus addictive au monde, tu vois. Et donc, au niveau d'avancée de la science actuelle, on dit souvent qu'une prise d'héroïne suffit pour développer une addiction à la vie, tu vois. Mais ces fameux soldats qui étaient addicts à l'héroïne, en fait, ils ont découvert l'héroïne sur place, donc quand ils étaient au Vietnam, pendant la guerre et OK. tout ça. Ils y sont devenus addicts. Et le fait de revenir dans leur environnement aux États-Unis, et de pas prendre l'héroïne avec eux, et ben, sans poser de questions ou sans quoi que ce soit, ils étaient plus du tout addicts à l'héroïne. Parce que l'environnement avait tellement été différent que tous, Ouais. les systèmes, toutes les liaisons, donc ça, je pense que c'est un truc qu'on comprendra jamais vraiment. Ça, c'est une partie du cerveau qui est tellement complexe que je sais pas si on pourra comprendre un jour, mais il y a eu tellement de changements d'environnement que même une addiction à l'héroïne, était passée, tu vois? Et donc, je sais pas comment ça fonctionne. Ça, c'est un truc que je pourrais pas t'expliquer, comme je vais le faire d'habitude, mais vraiment Mmh. changer Oui, mais en d'environnement, c'est un truc de fou comment ça peut tout changer. ouais, c'est ça, parce que ça change aussi ton état d'esprit. C'est comme quand tu voyages, tu as changé d'environnement et donc du coup, tu dois t'adapter, à une nouvelle culture, à de nouvelles personnes. C'est Tu t'adaptes au nouvel environnement dans lequel tu es et tu es la personne que tu as envie d'être. Ouais, Donc en vrai, ça se comprend, et c'est vrai que moi, ça m'a aussi aidée, même si j'ai commencé à faire tous ces changements au moment où du coup, j'avais de l'énergie et ça allait mieux. Mais du coup, j'ai continué en fait dans cette lancée, et après, bah, en fait, dès que ça va un peu mieux, tout s'enchaîne, ouais. et aussi ce qui a fait que ça allait mieux et ce qui m'a permis d'aller de mieux en mieux, c'est le fait de me rendre compte, alors j'essaie d'expliquer ça de façon, claire, mais comme si dès que ça allait mieux, je me disais: «Mais c'est tellement bien de respirer normalement, c'est tellement bien d'aller mieux Un effet qu'il de faut que j'en contraste. profite encore plus longtemps». Ouais, et un petit peu comme quand tu es enrhumé et que tu as le nez bouché et que tu te dis: «J'ai pas assez profité quand j'avais pas le nez bouché», et bah, c'était un peu cette sensation-là de me dire: «Là, c'est trop bien, là, ça va, alors il faut que ça continue comme ça», et je pense que moi, ça m'a tellement «traumatisée» entre guillemets d'avoir eu du mal à respirer, d'avoir compris ce que c'était d'avoir du mal à respirer, que je me suis dit: «Mais alors plus jamais je m'auto-inflige ça, je veux plus jamais que ça arrive, donc je vais tout faire pour que ça aille, et que dès qu'il y a un moment où ça va mieux, j'enchaîne, comme ça je sais que ça peut aller que de mieux en A mieux». Après attention parce Tellement que je veux pas que ça te devienne une ouais. pression, tu vois? Ça, c'est un Non, c'est truc, une question. c'est très Mmh. subtil et c'est une nuance à comprendre. C'est qu'il y a beaucoup de gens où, ils veulent tellement se mettre la pression dans le sens: «Je veux pas me sentir mal», que dès qu'ils se sentent mal, ça y est, c'est la dégringolade. Ça, c'est l'un des cas les plus communs, tu vois? Et donc la différence avec toi, c'est que c'était déjà passé, tu vois? Heu, Tu savais que c'était plus là et c'était plus une histoire de motivation, de garder une sorte de discipline quand tu vas bien pour te motiver à aller de l'avant. Donc un peu avoir cet aspect un peu de la peur de revenir comme avant, mais une peur saine, dans le sens où ça va te forcer à continuer de prendre soin de toi et de vivre ta vie au maximum, tu vois?
Non, c'est ça. Après, oui, je pense que tu as raison. Alors, je le sens pas comme une pression, mais c'est vrai que plus comme, un stress de me dire que ça pourrait me re-arriver et que là, par contre, vraiment, je me dis: «Mais je l'ai tellement mal vécu que c'est vrai que ce serait difficile». Mais par contre, tu vois, j'ai quand même accepté le fait que j'ai eu ça et ça veut dire que là, tu vois, par exemple, récemment, alors que ça fait longtemps que je suis guérie, j'étais malade, donc genre bronchite, enfin voilà. Et c'est vrai que une fois que j'ai été guérie, j'ai senti que je l'ai un peu re-eu. J'ai un petit peu re-eu cette anxiété respiratoire, Ouais. mais c'est arrivé 2-3 fois dans la journée, que je récupère mon souffle et c'est vrai que ça m'a mis un stress en me disant: «Oh non». Et en fait, au fur et à mesure, j'ai fini par accepter de me dire: «Bon, bah, maintenant, c'est mon nouveau moyen de me dire: "Là, tu es un peu stressé, détends-toi"». C'est que voilà, je vais récupérer mon souffle. Donc je l'ai accepté, que ce soit de temps en temps ou dans des moments où je suis stressée. Mais c'est vrai que c'est nouveau parce que c'est comme quand les gens, parfois, ils sont stressés, ils vont avoir les mains moites et ça leur arrive toujours. Ouais. Bah, c'est depuis toujours. Moi, c'est nouveau que maintenant, dès que je vais être un peu stressée ou quelque chose qui va aller un peu moins bien et bah, instinctivement, je vais devoir récupérer mon souffle. Ouais, mais ça, c'est pas une condamnation à vie. Pour moi, c'est juste que tu penses, en fait, tu dis, je t'entends souvent dire, t'es guéri, t'es guéri. Et ça me rappelle, moi, j'étais pareil. Genre, en fait, t'as tellement un effet de contraste, tu vois. Tu vois, moi, quand je suis passé en quelques mois crise H24, tu vois, à quasiment plus de crise d'angoisse, j'étais en mode, mais c'est bon, je suis Mmh. guéri, tu vois. Et Ouais, pendant genre 1 an ou 2 ans, j'étais en mode, ah, je suis guéri là. Ah non, là, vraiment, je suis guéri. Et puis un mois après, j'étais en mode, ah ouais, là, je suis vraiment guéri parce que et ouais, après encore oui, un c'est mois après. ça. En fait, tu es toujours en train de guérir de plus en plus, tu vois? Parce que c'est ce qu'on appelle l'effet de Ouais, contraste, où tu te sens tellement mieux par rapport à avant que tu te considères guéri. Mais ça veut pas dire que tu peux encore mieux t'améliorer, tu vois? Et c'est pas un peu voilà, pour, oui. dans le sens qu'il faut faire c'est pas une pression et encore se mettre l'étiquette, tu vois? «Ah, je suis une personne anxieuse» et tout ça. C'est pour ça que moi, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, sur les fameuses étiquettes et les diagnostics. Pour moi, Mmh. toute la méthodologie, concentrée sur le diagnostic, elle est contre-productive autant qu'elle est productive parce que à cause de ça, justement, c'est que quand tu lies à ton identité, heu, une pathologie ou une gestion des émotions, en fait, tu te bloques dans cette, fameuse chose à laquelle tu t'identifies. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens: «Tu es pas une personne anxieuse, tu es une personne en transition» et toujours te rappeler ça, que tu es une personne en transition. Tu es pas une personne anxieuse de base, c'est pas ta nature, c'est pas ton essence d'être quelqu'un d'anxieux, c'est que là, tu es en transition, en fait. Et tu vas avancer, tu vas évoluer. Et là encore, tu n'es pas encore la version définitive de ce que tu vas devenir, mais accepte ça. Et c'est un peu chiant parce que tu es en mode, ah, ça veut dire que j'ai encore du travail à faire sur moi et tout, mais non, justement, le principe justement de ça, moi, tout ce qui est développement personnel, je suis pas trop fan. Pour moi, c'est vraiment cette notion de guérison. En fait, une fois que tu as compris les bons outils, que tu as la bonne boussole qui est arrêter de vouloir contrôler les choses, avoir foi que la vie te veut du bien, arrêter de vouloir te rassurer, laisser la vie te montrer les choses et tout ça. C'est une boussole qui te fait toujours aller de l'avant et après les réponses viennent à toi. Et donc des réponses à des problèmes que tu as jamais eu de ta vie, tu vois, arrivent. Et donc, tu vois, pour, vraiment, miroiter ce que tu viens de dire, moi, c'est à peu près ça au début. J'étais en mode: «Ah ouais, là, j'ai pas fait de crise d'angoisse depuis, longtemps, mais j'avoue que ça me fait peur d'en refaire une», tu vois? Donc dès que je repensais, j'avais ce Ouais. petit pic en mode: «Ah ouais, non, j'aimerais pas trop que ça vive». Et du coup, je continue encore à être un peu anxieux jusqu'à arriver à un stade où j'ai fait une dernière énorme crise d'angoisse, tu vois? Tellement OK. forte, mais que cette fois j'ai accepté et j'étais en mode: «Mais en fait, ça va, c'est pas la fin du monde, en fait», tu vois? Donc moi, ça, c'est une histoire que je raconte beaucoup, c'est que, mon trouble d'anxiété s'est terminé par une grosse dépression de 2 semaines. Donc en gros, pour pas épaluer dessus, il y a eu le Covid, comme tout le monde savait, donc c'était Mmh. le début du Covid. J'ai attrapé le Covid, donc j'étais, confiné dans un hôtel pendant, 2 semaines en plus à l'époque et une chambre toute petite, OK. tu vois? En plus, j'étais revenu en France pour voir mes potes et ça a été annulé, donc j'avais cette grosse FOMO de pas voir mes potes et j'étais tout seul dans un hôtel et tout ça. Et donc grosse déprime, qui s'est déclenchée, aggravée par le fait qu'à l'époque, j'avais un système digestif tellement fragile que, juste prendre un soda me déprimait, en fait. Juste prendre un coca me déprimait à cause, d'un problème que j'avais. Et donc grosse dépression de 2 semaines, tu vois? Et donc un peu tout ce que je redoutais, tu vois? Même si je me Mmh. considérais guéri à l'époque, tu vois? Et que dans mon day to day, j'étais guéri, tu vois? J'avais plus de crise d'angoisse, je vivais normalement, mais j'avais cette peur sous-jacente qui était là, tu vois? Le fait de vivre cette peur que je redoutais,
et de la vivre cette fois d'une façon où cette fois, tu vois, j'étais avec mon frère et puis il m'avait guidé dans ce processus. Il m'avait dit: «Mais mec, arrête de chercher à comprendre, ce que tu vis. Là, tu as le covid, tu es confiné, ça fait chier, tu as toutes les D'accord. raisons au monde d'être déprimé. Arrête d'essayer de comprendre», tu vois? Comme un anxieux veut faire tout le temps, de comprendre, 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 être sûr que ça va passer et cetera. Et donc ces 2 semaines de dépression qui, pour la première fois de ma vie, j'ai accepté le truc, j'ai pas cherché de solution, j'ai accepté d'être mal, tu vois? J'ai accepté de me dire, «Je me sens horrible, mais je vais rien faire», tu vois? Un truc que j'avais jamais fait avant, tu vois? Bah, ces 2 semaines de Mmh. dépression se sont transformées en un mois de fou et en une année, mais la meilleure année que j'avais jamais eue depuis des années, quoi. Et c'était clairement là, cette année, qui a marqué, tu vois, ma guérison où pour la première fois, Voilà, c'est pas juste que je me je vois. sentais, guéri, tu vois? C'est que je me sentais libre. Dans le sens où même si ça revient, même si la chose que je redoute le plus au monde revient, c'est pas grave. Genre, je vais m'en sortir aussi. Et je pense que c'est ça un peu ta prochaine étape, tu vois? C'est là, tu es guéri, c'est cool. Mais maintenant, il faudrait, même si c'est pas ce que tu veux, là, il faudrait que tu refasses un truc, tu vois? En mode, tu refasses une crise de, je sais pas, genre, soit tu es malade ou quoi, même si c'est ce que tu veux pas, mais cette fois, tu le fais et tu te dis: «Bah, ça va, c'est pas grave, je vais juste réappliquer les outils que j'ai». Tu les as les outils de toute façon, tu les as. Et tu as dit que tu avais été malade il y a pas longtemps, tu as été malade, ça te l'a un peu fait. C'est parce que tu les as les outils, tu vois? Mais juste le fait de le revivre et de te dire: «Bah, en fait, c'est bon, je peux m'en sortir». Après là, tu passes vraiment au niveau suivant qui est en mode, en fait, que ça t'arrive ou pas, tu t'en fous. Et paradoxalement, c'est quand tu arrives à ce niveau-là que tu peux être la plus certaine que ça n'arrivera plus, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, non, mais je vois très bien et c'est vrai qu'il y a toujours ce stress de se dire: «Mais comment ça va être si jamais un jour ça revient?» Enfin, comme si pour moi, ça a été le pire truc de toute ma vie, quoi. Bah ouais, mais tu vas t'en sortir, comme tu l'as fait aujourd'hui, en fait. Ouais. Mmh. Tu vois? Non, c'est Genre, sûr. donc comprendre ça, tu vois? Et te dire: «Mais en fait, ouais, c'est bon». Ça va te donner un sentiment de liberté et pour moi, c'est ça la vraie guérison. C'est ça la vraie, vraie, vraie guérison qui fait que voilà, tu vois? Et c'est ça que, tu vois, moi, j'ai toujours voulu faire ce que je fais, mais j'ai attendu parce que je me sentais pas prêt, tu vois? En mode j'étais pas en mode, moi, si je veux donner des conseils sur internet, c'est parce que vraiment pas parce que je veux juste en parler, parce que, je sais pas, ça m'arrangerait de devenir coach là-dessus. J'étais en mode: «Non, je veux vraiment être persuadé au fond de moi que ça me fait plus peur, que je suis guéri ou quoi». Et c'est vraiment ça qui m'a fait comprendre que ouais, peu importe ce qui t'arrive, heu, tu t'en sortiras. Pour moi, c'est ça la vraie guérison. Pour moi, c'est ça Ouais. l'objectif qu'il faut jamais Non, oublier, tu mais vois? c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aussi ça fait du bien de voir, des personnes qui peuvent en parler parce que moi, tu vois, quand tu as fait, ce sondage pour le podcast, moi, j'avais écouté, un petit peu, des podcasts, quand je dormais pas la nuit et cetera et c'est vrai que bon, il y avait quelques podcasts sur l'anxiété, mais Ouais. j'aurais aimé vraiment que quelqu'un je cherchais en fait des témoignages d'anxiété respiratoire. Vraiment, je cherchais comme des trucs un peu précis ou des gens qui pouvaient parler et cetera et c'est vrai que quand sur une vidéo, de quelqu'un qui parlait d'anxiété respiratoire, j'avais réussi à trouver, mais bon, enfin, c'était en anglais, une Mmh. vidéo que j'avais mis 1000 ans à trouver. De voir, comme ça que les gens disaient, «Oui, bah, moi, j'ai cette sensation de devoir bâiller, de devoir» de pouvoir se reconnaître dans quelqu'un, Ouais, c'est vrai que ça fait vachement de bien et c'est important et c'est ça aussi qui amène vers la guérison, quoi. ouais. Bah, c'est tout le but du podcast, hein. C'est et puis tout le but de ce que je fais, c'est que, j'ai envie de donner aux gens, ce que moi j'aurais aimé avoir et ce que toi tu aurais aimé avoir et parce Ouais, que pour moi, c'est juste une histoire de la vie, c'est comme ça que ça marche. C'est un peu mon mindset global, tu vois? Soit tu peux continuer à avoir ce mindset qui est très populaire, en France, en Occident, qui est, si ça se passe mal dans ta vie, tant mieux pour toi. Si ça se passe mal, ah, ça fait chier, mais c'est comme ça et tant pis pour toi. Mais pour moi, en fait, le principe de la vie, c'est tu vas vivre des problèmes. Tu vas rencontrer des obstacles devant toi. C'est ces obstacles qui vont donner du sens à ta vie, mais en fait, qui vont te donner un choix, tu vois? C'est soit tu considères que c'est la fin, parce que ça va sentir comme c'est la fin. C'est normal, en fait. Moi, quand j'ai eu mon anxiété, ça sentait vraiment comme la fin. J'étais persuadé ouais, que jamais j'allais m'en sortir, tu vois? Mais j'ai toujours vécu ce truc en mode, pas juste que pour moi, tu vois? En mode, en fait, je dois pas juste, guérir cette anxiété pour moi,
Mais genre, pour les gens qui après, si jamais ils ont un gosse, pour pas qu'il ait un père, qui soit anxieux, mais surtout, genre parce que là, j'ai une opportunité de comprendre mon problème, le vivre, le résoudre, utiliser tous les moyens que j'ai, tu vois? Parce que, on a tous des ressources que d'autres personnes n'ont pas. Utiliser ces Ouais, moyens-là pour après pouvoir aider les autres, tu vois? Et pour moi, c'est ça le sens de la vie. Quand tu as compris que c'est ça la vie, c'est tu vis un problème, tu le résous et après tu aides les autres à le résoudre plus vite que ça. Donc si tu as un problème dans ta vie où tu sais pas trop, tu manques de sens ou tu pas épanoui dans ton travail, dans ta vie et tout, pour moi la réponse elle est là, quoi. C'est juste le service, vivre un problème, le résoudre, donc utiliser l'aide des gens. Donc moi, j'ai pas, je suis pas guéri tout seul. Il y a quelqu'un qui m'a aidé, tu vois. Il y a plusieurs personnes qui ouais, m'ont aidé. J'ai guéri. Après, maintenant, c'est à moi de faire partie de ces gens qui aident et d'aider les gens. Et comme toi, tu vois, genre, je sais pas ce que tu vas vouloir faire plus tard, mais je te dis, si tu trouveras énormément d'épanouissement, même que ce soit, je sais pas, tu dis que tu fais des vestes, si tu peux faire des vestes qui ont cet aspect un peu empowerment, tu vois, genre, lier ton mmh, expérience et les problèmes que tu as rencontrés à ce que tu fais, va déjà multiplier tes chances de succès, tu vois? C'est comme tous les rappeurs, les chanteurs, les gens artistiques, tu vois, qui réussissent, c'est toujours parce qu'ils ont vécu un truc de ouf et qu'ils utilisent ouais, cette chose mmh, qu'ils ont vécue pour créer de la valeur aux gens. C'est très personnel, c'est très, très personnel comme expérience, tu vois? Mais le but derrière ça, c'est d'aider les gens à ne pas se sentir seuls ou leur donner de la valeur, tu vois? Et c'est ces gens-là qui marchent le mieux, mais c'est surtout les gens dont la vie a le plus de sens, tu vois? Et pour moi, il faut toujours ouais, ouais, garder ce mindset en tête. C'est que, c'est le sens de la vie, en fait. D'avoir des problèmes et de les résoudre, c'est le sens de la vie, même si ça fait chier. Et mon Dieu, que ça fait chier quand tu as de l'anxiété, que tu as des symptômes vénères comme on a eu, mais ça finira par passer et plus gros est ton problème, plus gros est la récompense derrière, tu vois? Et si tu t'en rends pas compte encore, c'est que laisse-y le temps et tu verras. Tu verras et je te promets, hein, Julia, même si pour toi, c'est pas encore, ce niveau-là, mais dans quelque temps, je te promets que tu seras persuadé, autant que je suis persuadé, que l'anxiété, ce qui t'est arrivé, c'était un cadeau. Même si je sais que beaucoup de gens vont penser que c'est ouais. fou à Non, c'est dire vrai que ça, c'est dur mais de se dire ça, mais par contre, tu vois, c'est vrai que tu as parlé de ça reflète ça révèle un petit peu un côté artistique. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu un peu ce côté-là et c'est vrai que, ça l'a encore plus développé, mon côté, ah artistique bah, de ouf. et maintenant ouais, je me dis, que voilà, il y a des projets que je fais maintenant qui, ou sans me dire: «Ah bah, je fais ça parce que j'ai l'anxiété respiratoire», mais comme si maintenant je faisais les choses encore plus, ça devait développer chez moi, donc c'est pour ça que j'ai du mal à dire ça parfois c'est un cadeau parce que c'est un peu trop gros pour l'instant et je Ouais. suis pas encore, prête à dire ça, mais c'est vrai que je vois, en tout cas la différence et je vois que si j'avais pas eu cette période de ma vie d'anxiété respiratoire où ça allait pas et ben je crois que j'aurais pas pu aller comme je vais maintenant, c'est-à-dire vraiment mieux et avoir repris tous mes projets et j'ai repris, enfin, ma vie comme j'avais envie qu'elle soit, quoi Oui et puis tu et as je aussi pense que c'est l'idée vrai que de tu qu'au début, parce que là tu vas continuer à t'améliorer, tu vas continuer à comprendre tous tes besoins de certitude, de contrôle, toutes les anxiétés que tu avais avant, tu vois? En fait, là, tu es arrivé, si tu penses que tu es guéri, c'est parce que tu es retourné à l'état que tu étais avant d'avoir ce truc d'anxiété, tu vois? À peu près, grosso modo. Mais là, maintenant, tu as ouais, les outils pour défaire tout ce que tu avais avant. Toutes tes phobies que tu as, ouais, tout et n'importe quoi, maintenant, tu as les outils contre ça, tu vois? Et donc, petit à petit, mmh, tu vas dire: «Ah vas-y, je vais m'occuper de ça». Tu vois? Moi, c'est un peu la phase dans laquelle je suis, c'est que maintenant, tu vois, j'apprends vraiment à, vivre vraiment parce que moi, ça fait depuis l'anxiété, depuis toujours, j'ai toujours été quelqu'un de très stoïque, très neutre, tu vois? Donc la vie est tranquille ouais, quand tu es stoïque, quand tu es neutre, la vie est cool, il y a pas de problème, non, 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 tu vois? Mais là, maintenant, je sens que j'ai ce truc de: «Vas-y, je vais vraiment vivre une vie de fou», tu vois? Donc je fais tout ça, mmh, que ce soit parmi mes projets que je fais, tu vois? Mais aussi, dans mon état émotionnel, tu vois? Donc j'ai la chance d'avoir une copine qui m'aide beaucoup sur ça, de vivre le bonheur à fond, tu vois? En fait, ouais, oui, je suis guéri de l'anxiété, mais il y a pas que l'anxiété dans la vie, il y a d'autres trucs à faire et justement toutes les armes que tu as gagnées en vivant ce trouble d'anxiété, tu peux continuer à les utiliser pour t'améliorer encore et encore et encore et pour vivre une vie de fou et ça, c'est ça qui va te donner cette impression que c'est un cadeau, tu vois? C'est quand tu vas utiliser ce que tu as eu avec l'anxiété sur d'autres problèmes que tu as eu avant et tu es en ouais, mode: «Ah ouais, OK, cool». Tu vois? Moi, je sais que ça peut paraître bête, mais moi, que ce soit, bah, grâce à la musculation, tu vois? Genre, je me sens beaucoup plus à l'aise dans mon corps maintenant qu'avant, mais c'est l'anxiété qui m'a donné ça.
tout ce qui est la confiance en moi, c'est l'anxiété qui m'a donné ça. Tout ce qui est mon ambition professionnelle, c'est l'anxiété qui m'a donné ça. Tout ce qui est ma confiance en moi, c'est l'anxiété qui m'a donné ça. Genre tout ce Mais c'est que vrai, c'est et tu t'en rends pas compte encore, mais tu vas voir avec le temps, mais tout ce que te donne en fait l'anxiété, après tu l'utilises et ta vie continue de grandir. Mais il faut avoir ce mindset de: «OK, oui, je suis guéri, c'est pas ça le problème, c'est pas que je suis pas guéri, mmh, mais heu, je peux encore utiliser ça pour, continuer tranquillement, même si je vis bien, de continuer à avoir cet esprit ouvert, de me dire: "Oh, qu'est-ce que je peux changer là? Je vois que je suis un peu stressé. OK, pourquoi je suis stressé? Peut-être parce que je veux trop contrôler les choses ou trop être certaine", et petit à petit, tu vois, tu fermes jamais cette partie de toi qui est dans la remise en cause des choses que tu peux mieux faire, et c'est comme ça que tu finis par t'améliorer et après ça se répercute sur ta vie pro, tes projets, sur ta vie sentimentale, sur absolument tout. ouais, ça, c'est vrai que ça se répercute sur tout. C'est exactement ça. Et du coup, tu dis que tu fais des vestes, c'est ça? Oui, alors j'ai une marque de vestes que j'ai créée il y a 2 ans, 2 Trop ans et demi, bien, ça 3 ans s'appelle même. comment? Je vais regarder. Alors ça s'appelle Postpone Paris, Postpone Paris. Post-pan Paris. Post-pandémie? Pardon? C'est post-pandémie le Oula. truc? Non, non, non. C'est Postpone, Postpone. C'est P-O, le, oh, STPONE. Postpone Ça veut Paris, dire OK. porter en anglais. Et pour l'instant, je suis que sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas encore mis en ligne mon site internet. OK, tu utilises quel site, C'est pour pas internet? Tu utilises un c'est pas lien. encore commercialisé officiellement, donc en fait, j'attends avant de faire le site. Trop bien. Et donc voilà, donc ouais, ça fait partie des projets que j'ai réussi, bah, du coup à reprendre, quand j'ai pu mettre de l'ordre, dans ma vie, donc je suis super contente de ce projet-là. C'est ton projet principal maintenant ou c'est un parmi, plusieurs projets que tu as? Ouais. Non, c'est devenu mon projet principal, enfin je fais ça et je suis graphiste à côté. Cool. Hem, donc voilà et ouais, c'est ça mes 2 activités, principales et dans lesquelles maintenant j'arrive enfin à être épanouie, dedans, quoi. Trop bien. Juste, c'est quoi l'Instagram si tu veux le donner, pour les auditeurs? Ouais, alors Instagram, c'est, postpone.paris, Postpone Paris. Voilà, c'est une marque, de vestes pour femmes, pour l'instant. Ah, et que pour les femmes? Heu, ouais, pour l'instant, c'est que pour les femmes. Il y aura peut-être des bombers, pour hommes, mais pour l'instant, c'est que pour les femmes. En fait, c'est des vestes avec un système de manches interchangeables. Donc en fait, après, bah, tu peux acheter tes paires de manches, à part et changer le style avec, Ah, une seule et même veste. ah, stylé. Bah, je regarde là, ça a l'air vachement stylé. Donc voilà. Trop bien, bah, meilleurs vœux pour ce produit. Tu vas voir, c'est dur quand tu te lances, mais tu vas sûrement comprendre. Ouais. Tu vas sûrement savoir déjà, mais trop bien, trop cool. Bah, écoute, Jess, c'était vraiment top, c'est ce petit podcast. Ah, je sais pas si on a parlé de la fin du coup de ta guérison pour, Ah bah si, si, ouais, on est arrivé sur la fin, on l'a fait dans l'ordre. ouais, bah, pour ça, les gens ont un peu, ça fait un bon fil conducteur pendant le podcast, qui va, je pense, garder les gens en haleine, pour te regarder. Parce que ça fait un petit podcast d'1 heure et demie, c'est cool. On a eu du bon contenu en Ouais, plus. parce que je suis pas partie, trop, dans tous les sens et que mais en tout cas, j'ai essayé de faire dans l'ordre, en tout cas, c'est dans l'ordre chronologique. Ouais, non, c'était cool, Hem, j'ai bien aimé. Bah, écoutez les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite histoire, cette petite conversation avec, Julia. Je pense que ça va être le premier podcast qui va sortir. Et donc c'était super cool de t'avoir, Julia. Je pense que ton cas va parler à beaucoup de personnes. C'est ça ouais, qui me refait pas mal, et puis voilà, bah, il y a beaucoup d'invités qui se sont inscrits, donc c'est loin ouais. d'être le dernier, et heu et voilà. Bah, en tout cas, je suis contente d'avoir partagé ça et j'espère que ça pourra aider et puis même, voilà, j'ai fait ça vraiment avec plaisir, vraiment. Trop bien. Allez, vas-y, je coupe l'enregistrement et à très bientôt. À bientôt.